large. Prends ton temps de l'eau et on commence en 5 minutes. On est bon. Écoute, on finit à 20h45. Regarde, ça salut. Il aime bien. Oui, voilà. Tu peux l'appeler pour voir où il en est? Je crois qu'il ouais, je vais le noter parce que elle est partie. Philippe Durance. Voilà. Ah, d'accord. Ah oui, donc lui, il a très bien pu dire ça, une sorte de provocation. En disant que c'était patron de la 06 08 63 15 48. Oui, ça marche. Donc c'est bon. Non, c'est bon. Pauline. Tu bien ta main? Eh bien, je vous propose qu'on commence. Si vous pouvez envoyer la vidéo, merci. Exactement. Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Au bout d'un moment, on comprend le truc. Hein. Si vous en avez 26, vous pouvez faire tomber l'Empire State Building ou toutes les tours que vous voulez, d'ailleurs. Bienvenue pour cette 8e édition de Au pire ça marche, l'émission de l'Institut des futurs souhaitables. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un Au pire ça marche. Ça devait, le dernier en date, être avec Jean-Pierre, justement, il me semble. Ou ouais, c'était avec toi, ou Michel Maffezoli, je ne sais plus. En tout cas, il y a un petit temps, 1 an et demi, je pense. Et entre-temps, on a fait des featuring avec les Hub Conférences, puisqu'on a eu le plaisir d'avoir Cédric Villani, où on lui avait demandé où se cache une idée dans la tête d'un mathématicien quand il trouve quelque chose de remarquable. Puis c'était à droite, à côté de l'harmonie, nous avait-il répondu. Et puis on avait fait une Hub conférence aussi, featuring avec nous, avec Hubert Reeves. Et là, on a pris un peu de hauteur et on a parlé d'Overview Effect avec ce vieux sage. Et puis ce soir, c'est avec Bernard qu'on a le grand plaisir de relancer le cycle Au pire ça marche avec la Gaîté Lyrique, qu'on remercie pour ce partenariat. Au pire ça marche, c'est l'émission de l'Institut des futurs souhaitables. C'est le moyen de donner un petit peu de ce qu'on a à chaque voyage dans les futurs qu'on fait, puisqu'on est des explorateurs de demain, avec un prisme particulier qui est demain à l'aune de ce qu'il pourrait être de mieux. Et donc, tous les 6 mois, on fait des voyages vers 2040 et on en ramène des surprises, des étonnements, des germinations créatives. Et c'est le moment de faire partager ça avec une personnalité inspirante, Bernard, un sujet, la métamorphose,
quelques vidéos d'inspiration et 4 questions qui donnent l'envie d'agir. Et puis après, c'est à vous. On a la moitié du temps d'échange avec la salle. Et puis, voilà. Alors, Bernard, outre le fait que c'est un ami, je me rappelle d'une phrase, j'avais dû te présenter en disant « on ne te présente pas ». Et tu m'avais dit « justement, si ». Et donc, je me suis fait l'exercice de la biographie et j'ai découvert en effet des trucs assez remarquables. Alors, on le connaît, Bernard, parce que c'est l'écrivain français l'un des plus lus à travers le monde, avec un style qu'il a créé et qu'il qualifie de philosophie-fiction. C'est un mélange. Qui est pour moi un cocktail d'hybridation incroyable, mais qui peut-être a eu quelques difficultés dans sa carrière pour le catégoriser. Est-ce qu'on le met dans le rayon spiritualité, dans le rayon science-fiction, dans le rayon polar, dans le rayon biologie ou dans le rayon mythologie? Ou alors dans le rayon Patrick. C'est fou ça. Le rayon Patrick, c'est incroyable ça. Irlandais, le rayon Patrick, c'est fou, j'adore. Ou alors le rayon, évidemment, Monsieur Werber, puisque tu as quand même commis beaucoup d'œuvres. Je ne sais plus, tu en es à 23. Alors, dès son plus jeune âge, c'est là où la bio quasi hagiographique devient intéressante, tu rédiges des histoires, dit la légende. Tu écris notamment un magazine que tu crées, Euphorie, à 13 ans. Puis tu décides ensuite d'étudier la criminologie à l'Institut de criminologie de Toulouse, puis le journalisme à l'École supérieure de journalisme. Pour enlever la géographie, c'est parce que j'avais raté mes études de droit. Et le journal Euphorie, je l'avais créé parce que je m'ennuyais énormément à l'école. Donc c'est des compensations de problèmes. Mais le droit, j'ai arrêté le droit parce qu'il y a un prof qui nous a dit « Le droit va vous apprendre 2 choses, c'est à séduire et à tricher ». Je me suis dit, mais c'est bon sang, c'est ça qu'on apprend depuis le début, là. C'est-à-dire qu'on apprend les lois précisément pour ne pas les respecter, et le bon juriste est celui qui arrive à contourner les lois. Et séduire, c'est tout le travail, de séduire le tribunal. Je me suis dit, c'est les 2 trucs qui ne m'intéressent pas du tout. Séduire un peu plus que tricher, mais du coup, je crois que j'ai mis de la mauvaise volonté. Puis tous les profs étaient vraiment des fachos. On avait le GUD à l'époque. Tu étais donc à Assas non, mais c'était à Toulouse. Mais on avait, ça s'exporte donc. On avait les gens du GUD qui arrivaient avec des casques et tout ça et qui attaquaient les étudiants. Enfin, moi j'étais à l'époque plutôt de gauche. Depuis, je suis un peu moins de gauche qu'à l'époque. Mais on se retrouvait à se bagarrer, à recevoir des coups parce qu'on n'était pas armés nous. Et donc le droit, j'ai compris que c'est pas du tout mon truc. Et la crimino, un avantage, c'est que ça aboutit à rien. Donc du coup, les gens sont très motivés, c'est très sympathique. Les profs sont pas fachos et au final, on a un diplôme qui sert à rien, mais qui est très sympathique. Entre le droit et la crimino, il y a un peu l'amont et l'aval, c'est assez intéressant. Tu reçois une bourse, c'est ça que moi j'ai découvert, une bourse pour un reportage en Afrique que tu as fait en Côte d'Ivoire pour aller suivre l'école de journalisme. Fourmis Magnan. Oui, en fait, ils pensaient que j'allais me déballonner parce que j'ai dit que c'est des fleuves de fourmis qui mangent tout le monde. Et j'ai vu que j'avais mis des photos, ils se sont dit « Wow, ça a l'air un endroit où tout le monde se fait manger ». Ils l'ont pris au premier degré. Et bon, je vous rassure tout de suite, on ne se fait pas manger par les fourmis, sauf si on marche très lentement ou si on ne peut pas avancer, ça avance à 4 km/h. Donc n'importe quel être humain avance à 5 km/h. Donc j'ai débarqué en Afrique et j'ai fait ce premier reportage qui m'a servi par la suite de carte de visite et accessoirement qui m'a permis d'améliorer le roman que j'avais déjà commencé depuis longtemps. Et tu rentres à ce moment-là au Nouvel Observateur. Donc tu es journaliste scientifique. J'ai pas fait que des choses bien dans ma vie. C'est pas gentil de rappeler que je suis rentré au Nouvel Observateur. Alors j'avais cru retirer la meilleure des informations, parce que tu es allé à VSD aussi, il me semble. Mais qui est beaucoup mieux. Ah ouais. Alors, c'est un journal, déjà, la différence entre le Nouvel Obs et le VSD, c'est qu'au Nouvel Obs, il disait, pour faire un reportage, tu prends la dépêche AFP, tu changes la première phrase, la dernière phrase, et tu mets un joli titre. Et à VSD, il me disait, tu peux aller sur le terrain pour faire les photos. Donc, en fait, il y a quand même un endroit où je pratiquais du vrai journalisme, c'est à VSD, qui faisait un énorme complexe d'infériorité par rapport au Nouvel Obs. Et le Nouvel Obs, c'était feignant, quoi. Il recopiait les dépêches AFP. Il n'y a pas de journaliste de l'Obs. Ça a dû changer, évidemment. Mais c'était un boulot de fonctionnaire, donc c'était pas du tout rigolo. Du coup, je finançais moi-même mes reportages. Et j'ai financé un reportage, notamment à Singapour, parce que je voulais faire un thème sur ce truc. J'ai dit, attendez, Singapour, il faut vraiment regarder ce qui se passe là-bas. C'est une expérience sociale, on peut en reparler. C'est-à-dire, de l'extérieur, ça a l'air une sorte de Monaco un peu dictatorial. Et de fait, sur le terrain,
c'est un mécanisme qui marche, parce que ça a été mis au point par un informaticien qui a mis au point... Comment ? C'est un informaticien qui a mis au point sa ville comme un programme. Et c'est ça que je voulais raconter, montrer que ça marche pas si mal que ça, même si pour nous, c'est pas adaptable. Je crains que tu ne te trompes. De fait, il y a un esprit frappeur qui arrive. Je pense que c'est la cabine, mais je suis pas sûr. Regarde, il vient de resserrer les colliers d'un cran en prétexte. Il vient de resserrer Alors, les je vois colliers exactement. de Je vois exactement. nouilles. Est-ce qu'on peut dire à la surprise de pas se répéter dans le micro ? Avant, ils avaient encore un petit espoir d'élargir le métal. J'adore. Incroyable. Donc bref, ça c'est la surprise de dans 7 minutes, tu peux lui dire. Cela dit, je vais te laisser parler aussi, parce que je Non, mais t'interromps. c'est moi. Mais non, tu es journaliste jusqu'en 90, puisqu'en 91, justement, sort ton premier roman intitulé Les Fourmis. Alors là, qui connaît un Non, succès. je vais préciser aussi une chose. Je suis journaliste en 90 parce que je me suis fait foutre dehors du Nouvel Obs, parce que j'avais présenté l'article sur Singapour au prix du meilleur journaliste de France et que mon article a été nommé. Donc, de fait, étant le meilleur journaliste du Nouvel Obs, ils allaient être forcés de me faire un contrat honnête, ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire j'avais un système de reproduction. À l'époque, vu que j'étais le plus jeune du journal, ils ne voulaient surtout pas m'engager. Donc, ils allaient être obligés de m'engager. Et là, il y a eu un complot de tous ceux qui n'avaient pas été élus. Et je me suis retrouvé éjecté sans aucune raison. Et c'est là où je suis allé à VSD. Mais donc, si j'ai arrêté en 90, c'est une raison. C'est que j'étais viré, licencié, sans aucune raison, autre que à gagner un concours du meilleur journaliste de France sans l'autorisation de ses chefs qui auraient interdit de se présenter de peur qu'il gagne. Voilà. Donc il y a moyen de rectifier dès ce soir le Wikipédia. Non, mais ils ne sont pas au courant. En tout cas, Faut en que je fasse 80, ma mais biographie. maintenant on l'est, justement. C'est ça qui est génial. Macha, si tu veux bien me prendre des notes, on le fera ce soir. En 91, par contre, ton premier roman sort, Les Fourmis. Alors là, qui connaît un succès international, puisque ton œuvre est traduite dans de nombreuses langues et se vend à... Moi, j'ai 20 millions d'exemplaires. Ça me paraît, 35. Ça me paraît peu, ouais, c'est ça. Parce que c'est vieux. Et puis Wikipédia, je te raconterai. Ouais. Ils se tiennent pas. En fait, ils recopient les informations des journaux. Donc, les journaux, si le journal il date d'il y a 10 ans, ils ont l'information du journal d'il y a 10 ans. Voilà. Évidemment. Mais comme je suis historien, j'ai compilé 3 sources et qui n'étaient Bravo. pas du tout d'accord sur les chiffres. Donc c'est pour ça que 20 millions, ça me paraissait assez peu par rapport à ce que tu m'avais raconté. Donc 35 millions. Et puis après, tu sors Le Jour des Fourmis en 92. Tu termines la trilogie avec La Révolution des Fourmis en 96. Et là, ça commence à être un peu le succès. 30 langues traduites. Ça aussi, ça me paraît peu, vu tout ce que tu as dans ta... 37. Voilà. Bon, cela dit que ça change. C'est hein, pas mal. Ben, c'est pas mal, 37 si, langues. ça change une chose, c'est que j'ai trouvé un langage qui franchit les frontières. Et quand on a un problème avec la culture française, c'est que souvent elle est tournée sur elle-même, alors qu'il faut vraiment penser à l'international. Et ça, je me bats pour ça. Et visiblement, c'est encore pas d'actualité. C'est-à-dire que la plupart des écrivains veulent le Goncourt ou rentrer à l'Académie française, donc ils font très franchouillard, avec une écriture très faite pour impressionner et ils ne pensent pas qu'on pourrait diffuser dans le monde entier. Et moi, j'ai rien à foutre des prix, et surtout l'Académie française et Goncourt, rien à braire. Mais alors par contre, à l'international, je crois que dans la vie, on a ce qu'on veut. Mais ils ont tort de ne pas viser l'international, parce que l'international, c'est la vraie reconnaissance. C'est pas les copains, quoi. Alors, la France exporte quand même à l'international, notamment elle exporte en Corée du Sud, et c'est un peu grâce à toi d'ailleurs qu'elle exporte, parce que tu es une star en Corée du Sud. T'as vendu... Parce qu'ils s'intéressent au futur aussi. Ouais, mais j'allais te demander pourquoi. 8,5 millions d'exemplaires t'as vendu en Corée du Sud, et les Russes aussi sont assez fans de toi. Alors pourquoi ces deux pays ? Précisément parce qu'il y a une jeunesse dans ces deux pays qui est très tournée vers le futur, et pour une raison simple, c'est qu'ils ont un passé terrible. Les deux. Vous connaissez mal la Corée du Sud parce que c'est pas une colonie française. Tout ce qu'on connaît, c'est Samsung et puis l'histoire de la Corée du Nord. C'est un pays extraordinaire, mais qui a fait un choix qui est le futur à fond. De leur concurrent, c'est le Japon, qu'ils ont déjà battu. D'ailleurs, regardez, votre téléviseur probablement un Samsung et plus un Sony. Et votre téléphone, smartphone, il y a plus de chances, que, si c'est pas un Apple, que ça soit un Samsung plutôt qu'un Sony aussi. La Corée est un pays qui s'est dit, du passé, faisons table rase et inventons maintenant une société moderne. Ils n'ont pas de matière première, ils ont la tension avec un fou au-dessus qui est une bombe atomique, et ils ont tout misé sur l'éducation, sur la lecture des livres, et formé une sorte d'élite de jeunes qui est
extraordinairement doués, sachant que le pays est sorti de la pauvreté au moment de la guerre de la Corée. C'était un pays misérable. Sans matières premières, juste avec l'éducation, ils se sont hissés dans les nations les plus riches du monde. Il y a autant d'habitants qu'en France, un peu moins. Et ils ont un taux de suicide énorme parce qu'ils se mettent une pression énorme dans les écoles. Mais du coup, ils sont hyper motivés. Et contrairement au Japon, où ils sont un peu fermés sur leur île, la Corée est ouverte sur le monde. Donc ils sont motivés d'être les premiers, de rentrer dans le futur et de s'ouvrir sur le monde. Et ils adorent la France. Et du coup, ça vaut vraiment le coup de toujours penser à ce pays pour le soutenir, pour aller voir. Quant à la Russie, la Russie, je touche vraiment que les jeunes, parce que les jeunes, ils ont compris que le communisme, ça ne les intéresse pas. Et quand on leur dit le contraire du communisme, c'est la religion et l'ancien système traditionnel avec les moudjiks et tout, ça ne les intéresse pas non plus. Donc si ce n'est pas l'ancien système aristocratique et si ce n'est pas le communisme, il reste quoi ? En fait, ils ont envie qu'on leur propose des nouveaux scénarios. Et ce que j'ai vu là, parce que là, en Russie, je me suis retrouvé dans un endroit où j'ai eu le maximum de gens dans le public, il devait y avoir 5000 personnes. Et ce que j'ai perçu en créant un dialogue malgré tout avec ces 5000 personnes, c'est que ce qu'ils ont envie, c'est qu'on leur propose autre chose qui ne soit pas un dictateur ou un système religieux. Ils ont envie, en fait, d'une spiritualité. Mais une spiritualité qu'ils, pour l'instant, ils voient un peu dans le système New Age américain et un peu dans les bouquins de spiritualité, mais ils sont en demande. Et la jeunesse en Corée est en demande, mais là, c'est autorisé par l'autorité, alors qu'en Russie, c'est contre l'autorité. C'est-à-dire, ils disent, OK, Poutine, c'est pour stabiliser le pays, mais après, il y aura un moment, il faudra bien inventer un nouveau système qui ne sera pas le communisme. Et c'est ces jeunes-là auxquels je m'adresse. Ça, c'est la force de tes romans, de t'extraire des contingences de la réalité pour donner à voir quelque chose qui n'est pas encore. Mais comment on s'extrait de tout ça ? Comment on s'extrait de la réalité pour faire de la nouvelle matière ? Tu as fini mon géographie ? Ouais, mais après j'ai un petit truc. Comment on s'extrait de la réalité ? D'abord, je crois que tout artiste doit faire deux choses. Un, regarder la nature, dans laquelle il y a énormément de leçons, parce que nous sommes une jeune espèce. Et deux, s'oublier lui-même pour laisser transcender quelque chose, une énergie qui est dans le monde et qui circule partout. En Inde, on appelle ça prana. En Asie, on appelle ça le ki. Je ne sais pas ce que c'est, mais quand j'écris, il y a un moment, je m'oublie et je me laisse porter par cette chose qui me traverse. Et cette énergie, comme une lumière, elle éclaire mes personnages. Et il y a un moment, c'est pas fatigant du tout. Je suis au cinéma, je les regarde faire des trucs. Je ne sais pas comment se passe le processus, mais je sais que plus je leur propose des challenges dans le futur ou des challenges d'imagination, plus moi je m'amuse à les regarder agir. Et l'un des livres dans lequel je me suis le plus amusé, c'est Troisième Humanité, même si ce livre n'a pas eu le succès que j'escomptais. C'est mon livre de prospective du futur dans lequel j'essaie de regarder comment sera le monde dans 10 ans, puis après dans 20 ans, puis après dans 30 ans. Et ce que j'ai vu, c'est une évolution probabiliste mathématique qui est passionnante. Et quand j'y allais comme je mets mes yeux dans un télescope. Et j'y vais pas en me disant qu'est-ce que je vais créer moi. C'est plutôt qu'est-ce que vont faire mes personnages. Donc cette action s'appelle s'oublier. Maintenant, quand je parle de la nature, j'ai fait une observation quand j'étais petit, une observation que peut-être beaucoup ici ont faite, c'est observer une fourmilière. Mais seulement j'ai fait ça tous les jours, pendant plusieurs mois de vacances. En fait, je vais vous expliquer. Il faut que j'explique. 1, les colonies de vacances, ça se passait pas très bien parce que je suis pas très sociable. 2, ce que j'aime en colonie de vacances, c'est m'isoler, prendre un livre. Ou jouer de la guitare, parce qu'il y a dans les colonies de vacances. Donc j'ai dit à mes parents, si vous ne me mettez pas en colonie de vacances, je veux bien aller chez papy et mamie. Donc mes grands-parents qui étaient un peu, pas spécialement rigolos, quoi. Et une fois que j'étais chez mes grands-parents faisant rien de spécial, le seul truc intéressant, c'était le jardin. Et dans le jardin, il y avait, quand vous observez la nature, le seul endroit où les animaux ne s'enfuient pas quand vous arrivez, parce que les lézards, ils se cassent tout de suite, il y avait des grenouilles, les escargots, ils se cassent lentement, mais la communication n'est pas terrible, c'est les fourmis. Et donc, je suis resté des heures à regarder les fourmis. Et je crois que n'importe qui regarde la nature, vous pouvez regarder un arbre, vous pouvez regarder... Au bout d'un moment, il sort une sorte de sagesse qui vient de la nature. Et ça m'a entièrement... ça a posé un germe. Et ce germe, c'est, dans cette observation de la fourmilière,
tu as la réponse à toutes les questions que tu vas te poser plus tard. Maintenant, je dirais ça avec le recul. Sur le coup, je me suis dit, c'est intéressant. Mais maintenant, je m'aperçois que ça a résolu des tas de questions. Et je vois des gens qui tâtonnent, qui... Bon, par exemple, le premier élément que j'ai compris, c'est qu'on peut créer une communication collective qui fonctionne. Ce qu'on a un peu avec Internet, mais si ce n'est que là, on a l'outil, mais on n'a pas les bonnes informations à faire circuler. 2, on peut créer un système de ville qui ne détruise pas la nature. Une cité, une cité d'une fourmilière des bois, par exemple, c'est 50 millions de personnes, donc pratiquement la France, avec autant dessus, autant dessous, et l'ensemble n'épuise rien. C'est-à-dire, au contraire, ça aère le sol, ça dissémine les germes, le pollen, ça fait naître les plantes, ça fait que du bien à la planète. Donc, je vois une espèce qui est en totale harmonie avec la nature, qui fonctionne de manière collective satisfaisante. Et là, en lisant les livres, je découvre que cette espèce a 120 millions d'années. Nous sommes sur Terre tout au plus depuis 3 millions d'années, ce qui veut dire que eux, ils ont fait toutes les expériences depuis très longtemps, ils sont arrivés à cette conclusion qu'il faut faire comme ça. Et nous, ça fait 3 millions d'années, on tâtonne. Encore 3 millions d'années, si on regarde bien la civilisation humaine, le moment où on a vraiment fait des trucs rigolos, c'est plutôt 500 000 ans. Et même si on regarde l'agriculture, ça serait plutôt 6 000 ans. Donc on est tout neuf. Tandis que 120 millions d'années, donc ils ont tout fait, ils ont tout testé, ils ont dû avoir leur guerre atomique, et puis ils sont arrivés à cette formule-là qui satisfait tout le monde. 50 millions de personnes dans un lieu, et en plus ils bougent leur cité. C'est-à-dire qu'une fois qu'une cité a épuisé le sol, a épuisé le gibier, eh bien tous en colonne, ils vont se déplacer. C'est comme si on se disait, tiens, Paris, vu qu'on a trop pollué, que l'air est irrespirable, allez les gars, on prend toutes les bagnoles, on prend chacun notre valise, et on va recréer Paris un peu plus loin, vers la Normandie. Voilà. C'est une vision du futur que je n'aurais pas pu avoir si j'avais pas vu les fourmis. D'ailleurs, j'ai pas lu de livre de science-fiction dans lequel on déplace les villes. Mais ça pourrait être une voie de futur, puisque je sais que ça te passionne. Il y en a d'autres. Il y a d'autres choses que j'ai découvert avec ça. La gestion des nouvelles générations, l'agriculture, la synergie avec les autres espèces, la guerre, la gestion de la guerre, le contrôle des naissances, ce qu'on n'a pas toujours, l'harmonie, l'équilibre. Il n'y a pas de chômage dans la fourmilière. Et puis, cette autre chose qu'on ne connaît pas, c'est une réelle forme de démocratie. C'est-à-dire, on a décidé que la reine, c'était comme la reine d'Angleterre, et que la fourmilière est un système, en gros, de robots, de fachos, totalitaire. Pas du tout. Dans la fourmilière, chacun fait ce qui lui plaît. Et si quelqu'un a envie tout d'un coup de se casser parce qu'il en a marre de vivre avec les autres, et que ça pue dans les couloirs, eh bien, il le fait. Et ça arrive, d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'ils ont du libre arbitre, et que chacun peut proposer des idées. D'ailleurs, dans la fourmilière, il y a un tiers qui travaille de manière efficace, un tiers qui fait des trucs qui gênent tout le monde et qui travaille de manière inefficace, et un tiers qui fout strictement rien. Et l'ensemble du système marche très bien. C'est pas très loin de ce qu'on a nous, mais nous on l'assume pas. Là, chez les fourmis, c'est clair, il y en a qui font rien, puis il y en a qui prennent des décisions qui vont entraîner des problèmes pour tout l'ensemble de la communauté. Donc, ce qui veut dire, en gros, que dans un système social, si un tiers fait le boulot, en gros, ça suffit, tant pis, les autres, c'est des feignants et des nuls, on les tracte. Enfin, la fourmilière m'a montré ça. Cette idée-là, tu l'as depuis le début. Donc, c'est là où je mets un pas de côté par rapport à la géographie wikipédiesque, parce que je sais l'histoire du manuscrit des fourmis, en fait. Tu as eu cette idée, tu l'as portée, tu as eu cette intuition, et tu as écrit le livre après le bac, me semble-t-il, et tu es allé voir des maisons d'édition, et qui t'ont dit quoi ? Non. Mais de toute façon, en fait, le vrai miracle, c'est que j'ai été publié. Et c'est pour ça que je suis toujours chez le même éditeur, j'en reviens pas, je lui dis tout le temps mille merci, parce que faire ce métier qui me plaît beaucoup, gagner ma vie en faisant le truc qui m'amuse le plus, je vous le souhaite à tous. Hein. Gagnez vos vies avec ce qui... il y a toi aussi, hein, petit vénard. En tout cas, c'est ce que je souhaite à toute l'humanité, qui est 7 milliards de personnes qui gagnent leur vie en se disant « chouette, je vais aller au travail » et pas « mince, j'espère avoir une augmentation de salaire, vivement que les vacances arrivent ». Ta question, c'était sur les fourmis. Tu as eu 7 ans de non. Ouais. 7 ans de non. Et puis, à un moment, un éditeur a cru que Note avait dit oui. Donc, du coup, il m'a dit oui. Et puis, du coup, ils ont dit tous les deux oui sans avoir lu le manuscrit. Donc, si c'est pas de la chance, ça.
Et ils sont entrés en surenchère, parce qu'ils le voulaient vraiment, le manuscrit. C'était la fierté de deux coqs. Et puis, au final, il y en a un qui, même s'il n'avait pas lu, s'était fait faire une fiche qui sous-entendait qu'il avait compris le bouquin. Enfin, il m'a semblé... Et donc, j'ai choisi celui-là. Mais quand il l'a vu, il m'a dit « 1500 pages, c'est trop, vous me ramenez ça à 350 pages. » Donc, c'est pour ça que le livre que vous avez lu, c'est la version courte du truc de 1500 pages. Et après, tout d'un coup, je ne savais même pas qu'on pouvait gagner sa vie avec ça. Tout d'un coup, j'ai plus besoin de journaliste, donc j'ai dit au revoir à VSD. Et puis là, le Nouvel Obs m'a fait un article très gentil. Et puis est arrivée cette phrase que j'ai entendue, tiens, c'est marrant, tous les gens qui quittent l'Obs, ils réussissent. Et je dis, bah ouais, c'est pour ceux qui restent. Mais ils ne sont pas tous alcooliques, hein. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et pourquoi ils t'ont dit non pendant 7 ans ? Parce que le sujet ne fait pas partie des sujets ni publiables, ni bankable. Quand je suis rentré chez Albin, mon éditeur, j'ai regardé la liste des best-sellers. Numéro 1, c'était Dormesson. Numéro 2, Robert Sabatier. Numéro 3, Edmond de Charleroux. Et je dis, mais c'est le club des retraités. Et il me dit, c'est le grand problème, c'est qu'on considère en France que les livres, c'est pour les vieux. Parce qu'il n'y a que les vieux qui ont la patience de lire des livres. Les jeunes, ils regardent la télé, ils jouent aux jeux vidéo, ils sont sur l'informatique, ils vont mieux au cinéma, mais ils lisent plus de livres. Je dis, a priori, donc à l'époque j'avais 30 ans, je suis jeune et je lis des livres, donc j'ai pas l'impression que je suis le seul. Il me dit, oui, mais par rapport au marché, les jeunes, en fait, ils représentent rien. Alors je dis, bon, je vais quand même essayer de faire des livres pour les gens qui sont comme moi, qui sont jeunes et qui lisent. Et je vais leur parler d'autre chose que Dormesson, c'était sur sa jeunesse. Et Geneviève Dorman aussi, et Robert Sabatier aussi. Donc c'est des vieux qui se penchent avec nostalgie sur le thème de C'était mieux avant. Donc moi, je leur ai dit, ça va être mieux dans le futur. C'est pas mieux avant, ça va être mieux demain. Et ça a marché, parce que je crois que ma grande chance, c'est que tout le système littéraire n'étant tourné que pour un monde de vieux, j'étais visible. Et puis j'ai eu un coup de chance, et Bernard Rapp a lu le livre, il l'a beaucoup aimé. Et donc j'ai pu passer à 1h du matin sur son émission. Et vu qu'on ne m'a pas laissé parler, tout le monde s'est demandé ce que j'avais à raconter. D'ailleurs, je vous conseille, si vous passez à la télé, de donner l'impression, de toute façon, moi j'arrivais pas à parler, hein, mais j'ai eu très peu de temps, il a lu un passage et il a dit « Quel dommage, le livre est formidable, mais on n'a pas le temps, on doit clore l'émission, donc ce livre est vachement bien », et puis voilà. Et le lendemain, les ventes ont décollé. Mais j'ai pratiquement pas pu parler. D'ailleurs, petite anecdote. Oui, parce qu'avant, ce n'était pas des anecdotes du tout. Non. En fait, quand j'étais invité, il y avait à côté de moi, parmi les autres invités, un type qui avait fait un livre sur le futur. Et je faisais partie des nègres qui ont travaillé sur son livre. J'avais raconté ça ? Non. Et donc, j'avais fait des chapitres. C'est-à-dire, il y avait l'astronomie, l'informatique, la génétique. Moi, j'avais dû faire l'astronomie et l'informatique. Je te dirai après. Et donc, il arrive, et puis lui, il parle avant moi. Et je vois que ce qu'il raconte, c'est-à-dire non seulement il n'a pas écrit le livre, parce qu'on a filé les pages déjà photomontées, hein, donc il n'a même pas participé, il y a son nom gros. Mais en plus, il ne l'a pas lu. Alors, c'est assez embêtant. Déjà, on prendra un nègre, mais le minimum, c'est que tu lis le travail qu'a fait tes nègres. Et il n'avait pas lu son propre livre. Ça, déjà, j'ai trouvé ça rigolo. Mais alors, en plus, à un moment, donc Bernard Rapp me dit « Est-ce que vous croyez vraiment qu'un jour, les hommes et les fourmis... » Alors, vu que j'avais une oreillette, parce qu'il y avait un futuriste à côté, d'ailleurs. Justement, c'était sur le thème du futur. J'ai pas entendu. Et en école de journalisme, ils m'ont dit « Quand vous savez pas, il faut toujours dire oui, parce que oui, ça fait plaisir, et non, ça énerve tout le monde. » Donc, j'ai dit oui. Et elle me dit « Vous croyez vraiment que les fourmis et les hommes... vous croyez ça vraiment ?» Je me dis, je ne sais pas quelle est la question. Mais bon, foutu pour foutu, je dis, bah ouais. Et là, le type là, dont j'avais écrit une partie du bouquin dit, je crois que quand Bernard dit oui, en fait, il pense non. Et d'ailleurs, dans mon livre, et il me repique du temps. Alors, je vais expliquer. En gros, la télé, quand vous arrivez à une émission littéraire, si on est 5, et l'émission dure 50 minutes, on a droit à 10 minutes chacun. Et il vous dit avant l'émission, bon, vous avez droit à 10 minutes chacun.
Seulement quand il y en a qui débordent, c'est le dernier qui se retrouve en portion restreinte, et le dernier, c'était moi. Donc déjà, au lieu d'avoir mes 10 minutes, je vais avoir que 5 minutes. Et sur les 5 minutes, le mec, il me pique du temps. C'est une anecdote. Hein. Et donc c'est pour ça que j'avais peu de temps. Mais à la fin de l'émission, le type qui m'avait piqué le temps, il sort de sa poche un chronomètre. Et chaque fois qu'il piquait du temps aux autres, il lançait le chronomètre. Et il montre à son attaché de presse et il dit « Regarde tout ce que j'ai piqué aux autres !» Et je me suis dit « Ok, la télé, j'avais pas compris les règles du jeu, on m'a pas averti. » En tout cas, son livre n'a pas marché. Et le mien a marché, ce qui montre que le public, quand même, sent à un moment les escrocs. Il s'était fait d'ailleurs financer son livre en partie par le ministère de la Recherche. Te dire s'il était Moi, fort. je vous propose de fact-checker, c'est vachement simple. Émission de Bernard Rapp, 1h du matin, la première de Bernard Werber. Vous voyez le mec qui parle juste avant lui, et on aura la fin de l'histoire. Est-ce qu'on peut lancer une petite vidéo d'inspiration qui ressemble très bien à ce que tu fais ? De fait, c'est une reprise du The Power of Ten, qui était quelque chose dans les années 70 qui avait beaucoup marqué aussi par les effets spéciaux de l'époque, mais qui nous mettait à la fois en perspective et en relativité sur ce qu'on est. C'est toi qui mets la musique ? C'est moi qui mets la musique ? Non, oui. Est-ce que c'est ta musique ou c'est la musique d'origine du film ? D'origine, je sais pas. Ça fait un peu musique au kilomètre. Parce qu'il y avait sur Power of Ten, il y avait un problème, c'était Bernstein qui avait fait la musique, et elle était très très moche.
Là où elle Et, est pas mal non plus moche. Hein, quand même. celle-là, elle est bien. Non, elle est calme, elle est douce, elle fait rêver, elle est New Age. Non, je trouve bien. C'était plutôt En tout cas, dans tes livres, il y a toujours cette oscillation entre le très grand et le très petit. Un peu comme les alchimistes qui, dans la table d'émeraude, disaient ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Quelque chose qui est constant en toi, ou tu l'as eu pour un livre. J'ai l'impression que c'est en filigrane. Tout à l'heure, tu évoquais le mot de philosophie-fiction. Pour moi, la philosophie est liée à un concept. Pour comprendre, qui est le théorème de Gödel, pour comprendre un système, il faut s'en extraire. Donc là, tu as très bien choisi ton effet, c'est-à-dire qu'il faut un peu de perspective. Ce que je sens qui est dommage dans la plupart des romans, c'est que c'est toujours des humains qui parlent à hauteur d'humains, de la vie d'autres humains, d'un milieu humain. Donc au bout d'un moment, on tourne en rond. Une fois qu'on a fait l'histoire d'amour, la guerre, la violence, la drogue, la prostitution, on refait les mêmes trucs, les bandits, les revolvers. Au bout d'un moment, c'est vachement difficile d'innover. Que ce soit le monde du polar, que ce soit l'autofiction, au final, c'est des gens qui ont papa, maman, des problèmes avec papa, maman, après pour trouver l'amour, après pour gérer les enfants, et puis après qui sont malheureux, et puis qui sont à nouveau heureux. Bon, on l'a vu une fois, on l'a vu 2 fois. Donc à partir de là, je me suis dit comment me démarquer. Et comment me démarquer, c'est changer les objectifs. Les fourmis, c'est l'infiniment petit qui rentre en interaction avec notre dimension, même si le thème c'est l'humain. Après, l'Empire des Anges, c'est du dessus, une vision du dessus. Nous, les dieux, c'est une vision du système avec le maximum d'extérieur et en imaginant qu'il y a un dieu qui, en fait, essaie de faire au mieux avec nous, mais c'est très complexe. Et nous, les dieux, est issu notamment de la pratique d'un jeu qui s'appelle Civilisation, dans lequel je me suis retrouvé plusieurs fois à essayer de sauver mes petits humains. Et je me suis dit, peut-être qu'ils pourraient finir par m'en vouloir s'ils finissaient par découvrir que c'est moi qui joue. Donc j'ai fait un report de ça. Après, le prochain, Depuis l'au-delà, c'est la vision que pourraient avoir les morts qui restent sur nous. Demain, les chats, c'est la vision que pourraient avoir les chats sur nous. Mais il y a un moment, quand on voit les problèmes des gens, je ne sais pas si vous avez des amis qui ont envie de se suicider, par exemple. Vous leur demandez pourquoi. C'est une histoire d'amour. En fait, c'est un problème d'humain à humain, quoi. Ou c'est, je sais pas, ils n'ont pas d'argent ou un cancer. C'est toujours les mêmes trucs. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à s'extraire pour prendre un peu de recul. Moi, quand les gens ont des problèmes, je leur dis partez en voyage, quittez le lieu. La première résolution est géographique. Après, une fois qu'on change de géographie, on commence à changer d'optique. L'idéal, l'endroit où l'effet thérapeutique est le plus fort, à mon avis, c'est l'Inde. L'Inde, c'est un endroit où on voit tellement de pauvres, tellement de saleté, tellement de gens complètement heureux dans des conditions que nous ne supporterions pas, qu'au bout d'un moment, ça relativise tous les problèmes. D'ailleurs, quand j'étais en Inde, j'ai vu plein de Français qui étaient arrivés là-bas et qui restaient collés parce que l'Inde est fascinante. Et au revoir. Le système de rester tout le temps, j'allais dire comme des lapins, qui voient un camion qui vient les écraser, et qui restent fascinés comme ça. On vous annonce la pollution, on vous annonce la guerre, on vous annonce que les drames, enfin l'actualité, les tsunamis, les ouragans, et alors on fait quoi? On reste comme ça, là, on dit « Ah merde, on va peut-être mourir. Ouf, on a échappé. Ah, il y a eu terrorisme, il y a un camion qui fond dans la foule. Ah, c'est affreux, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend. Il faut espérer que ça ne tombe pas sur toi. Ah bon? On est dans une situation où ce que nous propose le système, c'est une forme d'ébahissement dans la soumission. Attendre que ça s'arrange tout seul ou que ça ne tombe pas sur notre gueule. Et ce que j'ai à répondre à ça, c'est prenez votre vie en main, vous n'êtes pas obligé de rester coincé dans un endroit, vous n'êtes pas obligé de rester coincé ni dans votre famille, ni dans votre boulot, ni dans votre culture. Vous pouvez bouger, aller voir ailleurs. Et ce que je propose dans mes livres, c'est des regards extérieurs. Regard de chat, regard de mort, regard d'ange, regard de fourmi. Et puis ce que je propose aussi dans Le Papillon des étoiles, c'est ok, vous n'êtes pas content, ça va pas sur la Terre, on annonce que tout va s'arrêter. Construisons un vaisseau et cassons-nous, quoi. On va pas rester comme ça, attendre qu'il n'y ait plus d'air, plus d'eau et qu'on s'entretue tous. Moi, je sais, quand j'avais fait les fourmis, j'avais fait des élevages de fourmis. Mes fourmis, elles essayaient tout le temps de s'évader. Et elles étaient très très fortes. J'avais mis un toit en carton
Et même, elles attaquaient le verre, c'était un aquarium en verre avec un toit en carton. Elles attaquaient le carton, ben voilà. Il y avait quelque chose qui leur plaisait pas, rester enfermées dans un milieu dans lequel elles s'épanouissaient pas, on s'en va. Moi, je m'épanouissais pas à l'Obs, je suis parti. En plus, ils m'ont aidé en donnant un petit coup de pied, donc c'est pratique. Maintenant, je leur dis merci. Mais globalement, tout ce qui vous arrive, tous les endroits où vous êtes rejeté ou tous les endroits où vous sentez que ça va pas, faut pas se dire qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Faut partir. Le divorce, ça fait partie aussi des trucs sympas qu'a notre civilisation, qui n'existait pas avant. Et les gens étaient coincés avant, ils se mariaient à 20 ans ou à 16 ans. Et si vers 30 ans, ils s'apercevaient que l'autre ronfle plus, en plus est très désagréable, non, t'es obligé, t'as dit, devant le curé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ah mince. Alors là, je fais quoi? Ah bah si tu divorces, tu vas être un divorcé, c'est affreux. Ah bah zut, donc il faut que je reste avec la personne alors que je ne supporte plus et que c'est l'enfer de rentrer. Ben ouais, c'est parce qu'à l'époque, il n'a pas encore évolué. En 2000, ils auront le droit de partir, enfin en 1700, c'est plutôt... Mais tout ça pour dire qu'on a sacrément évolué, mais en tout cas, il ne faut pas rester quand on ne se sent pas bien. Hein. Et c'est ce que je dis dans mes livres, c'est prenez de la distance, regardez de l'extérieur, changez de point de vue. Et si ça ne va vraiment pas, regardez les étoiles comme ce qu'on a vu là, et vous verrez, on est sur une petite planète, un petit peuple récent qui fait du mieux qu'il peut, avec des gens qui sont pour la plupart sympas, mais qui se retrouvent avec des mauvaises habitudes, à payer les mauvaises habitudes de nos ancêtres. Tout ce qu'on a comme souffrance actuellement, c'est des trucs qu'ont posé nos ancêtres et que nous subissons parce qu'il y a un manque d'imagination d'inventer un système meilleur. Tout à l'heure, je vous disais le mariage qui coinçait. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit bon, on va faire le divorce. Du coup, les gens sont mis à avoir plusieurs mariages, tester plusieurs formules, réussir plusieurs couples. Mais au moins, ils ne sont pas coincés. Avant, aussi, les gens rêvaient d'un métier à vie. Donc, ils rentraient à la SNCF, ils rentraient dans... Nouvel Obs. Fonctionnaire, ouais, Nouvel Obs. La plupart, ils sont à vie. Et ils se disaient, chouette, comme ça, je peux, pour mon loyer, dire, regardez, j'ai le salaire qui tombe tous les mois, en plus, j'ai mes années d'ancienneté, en plus, je connais tout le monde, en plus... ils ne se rendaient pas compte qu'ils sont en train de se scléroser, de crever dans leur joli trône. Tout à l'heure, je parlais de l'alcoolisme. Tous mes collègues à l'Obs étaient alcooliques. Donc, c'est ce qui me reparlons-en, oui, c'est un peu le sujet de ce soir. Non, mais ça peut être changé. Alcoolisme et Nouvel Obs, c'était ça. Non, mais ça peut être changé. Ce que je veux dire, c'est que l'alcoolisme est la fuite qui est proposée aux hommes qui sont malheureux dans leur travail. Alors, et un peu aux femmes aussi, mais les femmes ont d'autres stratégies de fuite. Ça peut être la dépression, ça peut être le burn-out. C'est-à-dire juste le cerveau qui se met comme ça. Mais si on suit la trajectoire qu'a proposée l'école, en étant un bon élève, en faisant des bonnes études, en entrant dans une bonne entreprise, et en faisant un bon couple, en fait, on va droit au mur. Donc il y a intérêt à inventer un système autre que celui qui est proposé par nos parents, qui a marché un temps, mais qui ne marche plus, à mon avis. Alors justement, en parlant de système, il y a sur le web récemment un écrit à toi que finalement tu as écrit il y a quelque temps, qui a fait grand effet. Le titre, c'était « Ne t'attaque pas au système, démode-le ». Ça s'est répandu comme une espèce de cri pas d'espoir, une philosophie fiction pour le coup. Et ce texte, j'aimerais qu'on vous le lise à deux voix, puisque dans la salle, il y a deux compteurs. Oh, c'est gentil. Et j'aimerais bien que le premier commence. Il est cubique, titanesque, froid. Il est doté de chenilles qui écrasent tout. C'est le système social dans lequel tu es inséré. Sur ces tours, tu reconnais plusieurs têtes. Il y a celle de tes professeurs, de tes chefs hiérarchiques, des policiers, des militaires, des prêtres, des politiciens, des fonctionnaires, des médecins, qui sont censés toujours te dire si tu as agi bien ou mal. Et le comportement que tu dois adopter pour rester dans le troupeau. C'est le système. Contre lui, ton épée ne peut rien. Quand tu le frappes, le système te bombarde de feuilles, carnet de notes, PV, formulaire de sécurité sociale à compléter si tu veux être remboursé, feuilles d'impôt, majorées pour cause de retard de paiement, formulaire de licenciement, déclaration de fin de droit au chômage, quittance de loyer, charges allocatives, électricité, téléphone, eau, impôts locaux, impôts fonciers, redevances,
Avis de saisie d'huissier, menace de fichage à la Banque de France, convocation pour éclaircir ta situation familiale, réclamation de fiche d'état civil datée de moins de 2 mois. Le système est trop grand, trop lourd, trop ancien, trop complexe. Derrière lui, tous les assujettis au système avancent, enchaînés. Ils remplissent hâtivement au stylo des formulaires. Certains sont affolés car la date limite est dépassée. D'autres paniquent car il leur manque un papier officiel. Certains essaient quand c'est trop inconfortable de se dégager un peu le cou. Et le système approche. Il tend vers toi un collier de fer qui va te relier à la chaîne de tous ceux qui sont déjà ses prisonniers. Il avance en sachant que tout va se passer automatiquement et que tu n'as aucun choix, ni aucun moyen de l'éviter. Tu me demandes que faire. Je te réponds que, contre le système, il faut faire la révolution. La quoi ? La révolution. Tu noues alors un turban rouge sur ton front, tu saisis le premier drapeau qui traîne et tu le brandis en criant « Mort au système !» Je crains que tu ne te trompes. En agissant ainsi, non seulement tu n'as aucune chance de gagner, mais tu renforces le système. Regarde, il vient de resserrer les colliers d'un cran en prétextant que c'est pour se défendre contre ta révolution. Les enchaînés ne te remercient pas. Avant, ils avaient encore un petit espoir d'élargir le métal en le tordant. À cause de toi, c'est encore plus difficile. Désormais, tu as non seulement le système contre toi, mais tous les enchaînés. Et ce drapeau que tu brandis, est-il vraiment le tien ? Désolé, j'aurais dû t'avertir. Le système se nourrit de l'énergie de ses adversaires. Parfois, ils fabriquent leur drapeau, puis il les leur tend. Tu t'es fait piéger. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier. Alors que faire ? Se soumettre ? Non. Tu es ici pour apprendre à vaincre et non pour te résigner. Contre le système, il va donc te falloir inventer une autre forme de révolution. Je te propose de mettre entre parenthèses une lettre, R. Au lieu de faire la révolution des autres, fais ta propre évolution personnelle. Plutôt que de vouloir que les autres soient parfaits, évolue toi-même. Cherche, explore, invente. Les inventeurs, voilà les vrais rebelles. Ton cerveau est le seul territoire à conquérir. Pose ton épée. Renonce à tout esprit de violence, de vengeance ou d'envie. Au lieu de détruire ce colosse ambulant sur lequel tout le monde s'est déjà cassé les dents. Ramasse un peu de terre et bâtis ton propre édifice dans ton coin. Invente, crée, propose autre chose. Même si cela ne ressemble au début qu'à un château de sable, c'est la meilleure manière de t'attaquer à cet adversaire. Sois ambitieux. Essaie de faire que ton propre système soit meilleur que le système en place. Automatiquement, le système ancien sera dépassé. C'est parce que personne ne propose autre chose d'intéressant que le système écrase les gens. De nos jours, il y a d'un côté les forces de l'immobilisme qui veulent la continuité, et de l'autre, les forces de la réaction qui, par nostalgie du passé, te proposent de lutter contre l'immobilisme en revenant à des systèmes archaïques. Méfie-toi de ces deux impasses. Il existe forcément une troisième voie qui consiste à aller de l'avant. Invente-la. Ne t'attaque pas au système, démode-le. Allez, construis vite. Appelle ton symbole et introduis-le dans ton champ de sable. Mets-y ce que tu es, tes couleurs, tes musiques, les images de tes rêves. Regarde, non seulement le système commence à se lézarder, mais c'est lui qui vient examiner ton travail. Le système t'encourage à continuer. C'est ça qui est incroyable. Le système n'est pas méchant, il est dépassé. Le système est conscient de sa propre vétusté. Et il attendait depuis longtemps que quelqu'un comme toi ait le courage de proposer autre chose. Les enchaînés commencent à discuter entre eux. Ils se disent qu'ils peuvent faire de même. Soutiens-les. Plus il y aura de création originale, plus le système ancien devra renoncer à ses prérogatives. Merci pour ce texte. C'est la première fois que j'ai entendu comme ça devant un public. C'est vrai que j'ai presque l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit, tellement que c'est bien.
Donc la question dans ces 5 dernières minutes avec toi, et ensuite on passe à la salle, c'est comment on active ces créations originales, comment on les donne à voir à un monde médiatique qui ne veut pas les entendre. Tu veux dire comment on devient un créateur et qu'on vit de ça? Non. Comment il y a déjà des créations originales de partout. Le nouveau monde est déjà là. À l'Institut des Futurs Souhaitables, on le sait que trop. Comment on le donne à voir? Est-ce que le romancier que tu es a quelques techniques pour nous donner à voir ce qui pourrait être? Alors, je perçois mal ta question, je vais essayer de répondre. D'abord, il y a actuellement Internet, Facebook et les réseaux sociaux qui permettent à n'importe quelle personne qui a une idée de la présenter à tout le monde, ce que je trouve extraordinaire. Et ça serait dommage de dire actuellement, les créateurs ne sont pas visibles. Vous faites un petit rond avec des petits points autour et vous décidez que c'est une œuvre d'art, vous la mettez sur Internet, et puis s'il y a des gens qui trouvent ça formidable, ils se manifesteront. Ça, c'était quand même pas possible il y a 30 ans, quoi. Donc, comment on diffuse l'art? C'est ça ta question. J'allais dire maintenant par Internet et en utilisant... Je me suis retrouvé il y a 3 jours à Morges. Il y a une écrivaine qui vient vers moi qui me dit j'ai écrit mon livre grâce à vous. Et c'est une écrivaine qui a fait un best-seller qui s'appelle Mémé dans les orties. Elle s'appelle Valérie Valogne. Et elle me dit j'ai vu votre YouTube et j'ai appliqué toutes les techniques. Puis j'ai vu votre tutoriel sur votre site. Et j'ai tout pris à la lettre et j'ai fait ce livre. Après, je l'ai mis sur Amazon. Et sur Amazon, vu qu'il y avait plein de gens qui sont allés le lire, je suis arrivé voir un éditeur, j'ai regardé déjà le nombre de gens qui sont intéressés par mon bouquin, et j'ai été publié. Et là, il a eu encore plus de lecteurs. Donc, ce qui montre que ce problème que j'avais à l'époque, qui était envoyé à tous les éditeurs, et puis attendre des réponses positives, il est en train de devenir obsolète grâce à Internet, qui permet à n'importe quelle personne qui a un projet de le présenter, et puis après, c'est la qualité du projet qui fera qu'il y aura des gens qui le suivront ou pas. Donc pour moi, actuellement, Internet a résolu le problème de la diffusion de l'art et place au talent. Et d'ailleurs, je trouve que dans les youtubeurs, il se passe des choses extraordinaires. Il y a vraiment... jamais il y a eu autant de connaissances qui est diffusées, de gens de talent qui diffusent des informations extraordinaires. Et personnellement, tous les jours, j'apprends des trucs. Être vieux, c'est qu'on arrête d'apprendre. Moi, tous les jours, je suis en mécanique d'apprentissage et d'évolution. Et je ne me dis pas, tiens, j'en sais un peu, je peux m'arrêter. C'est un processus continu. Je pense que tu es un peu pareil aussi, Mathieu. On a des sources, des endroits où on se ressource. Parfois, il y a des gens qui diffusent bien les infos, juste des humains qui savent regarder aux bons endroits. Hein. Et tout d'un coup, vous l'utilisez comme référence et vous recevez l'information. Et je pense que Jean-Pierre aussi doit utiliser des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, entre gens qui aimons la connaissance et qui aimons la traduire d'une manière agréable, on s'enrichit tous mutuellement et on forme de fait une fourmilière qui envoie ses phéromones et s'enrichit. Et si des gens arrivent à l'extérieur, ils nous voient et ils peuvent se connecter à ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé sur bernardwerber.com l'arbre des possibles, et c'est pour ça qu'il y a aussi l'encyclopédie savoir relatif absolu, qui sont des lieux où ceux qui veulent diffuser diffusent et touchent ceux qui veulent écouter. Et après, c'est la qualité de l'info. Puis il suffit d'attendre, quoi. Mais je crois que les portes sont ouvertes actuellement. Jamais elles ont été aussi ouvertes. Je vais repréciser ma question. Mais j'adore ta réponse. J'ai compris que j'avais pas compris la question. Non, j'adore la réponse, mais c'était pas ma question. En fait, la science-fiction, elle est plus à même d'aimer la dystopie. Ah oui, tu veux dire sur les thèmes qu'un récit positif d'un futur vers lequel on aimerait aller. Comment on inverse? En ce moment, en science-fiction, Blade Runner va ressortir, Blade Runner 2049. Je ne l'ai pas vu, je vous fais le scénario. Ça va être un futur noir, anxiogène, game over pour l'environnement. Et ce qui va rester de l'humanité, c'est l'amour d'un homme et d'une femme. Ça, on l'a vu 1000 fois depuis 100 ans, là. Donc, comment on donne un récit? C'est pas ça, le scénario. Non, j'imagine bien, mais j'irai quand même le voir. Non, c'est le problème, c'est un mec qui chasse un autre mec, je le résume à ma manière. Et à la fin, donc c'est un mec qui chasse un robot, et à la fin, au moment où il tue le robot lui dit lequel de nous deux est le plus humain. Et l'humain est persuadé que c'est lui, et l'autre il lui dit réfléchis un peu, et tu verras que c'est peut-être pas si simple. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris Blade Runner, si je vais résumer à une phrase. Et il n'y a pas d'histoire d'amour. Comment on fait de la science-fiction un peu plus... Tu veux dire, oui, qu'est-ce qui m'inspire pour créer... Alors d'abord...
Ouais, C'est je ça vous laisse, parce que C'est pas ça la question? Si, non, mais ça va être ta réponse, je sens, donc vas-y. Non, Tu non, me vas-y, demandes, qu'est-ce qui t'inspire? sachant que Blade Runner est déprimant, comment ça se fait que j'écris des histoires qui ne sont pas déprimantes? Exactement, c'est quoi ton secret? Voilà. C'est ça la question. Hein. C'est exactement ça. Ma question est Je de l'ai mal bien prononcé, comprendre je ta m'excuse. question. D'abord, je crois que l'art, la fonction de l'art, c'est de montrer qu'on peut avoir un futur heureux, global. C'est-à-dire même Léonard de Vinci, quand il peint la Mona Lisa, ce sourire-là est une expression de il peut y avoir une humanité sereine qui apparaisse un jour. Moi, je vois ça dans Mona Lisa. Quand je vois, le radeau de la Méduse, qui est pour moi l'un des tableaux qui me fascine le plus, je vois des gens qui se disent, on a de sérieux problèmes, mais au fond, il y a un petit bateau qui vient nous aider. Donc il y a un peu d'espoir, même si le bateau est tout petit. L'Argus, si ça s'appelait, ça me revient. Et la fonction de l'art est de ne pas dire on va tous crever. Le phénomène 1984 d'Orwell, ou Le meilleur des mondes, qui sont des livres un peu durs. Il y a des risques pour qu'on crève tous, mais il y a aussi des possibilités pour qu'on invente un monde meilleur. Il y avait un film qui s'appelait La Belle Verte de Colin Serrault, dans lequel il y avait des gens qui vivaient dans un monde meilleur et qui le décrivaient. Et je me suis dit, voilà la fonction de l'art, montrer que ça peut exister. Maintenant, comment le faire? On a bien compris que les méchants peuvent gagner. Maintenant, que se passe-t-il si les gentils gagnent? Et si les gentils, c'est nous, et qu'on nous dit, maintenant que vous avez gagné, vous faites quoi? Et à ce moment-là, souvent, les créateurs de révolutions efficaces se retrouvent dans on ne sait pas trop, on va filer ça aux experts. Et en fait, les experts, ils n'ont pas eu la vision. Donc, il y a un petit déficit. Actuellement, tout ce qu'on a d'extraordinaire n'est pas venu des politiciens, que ce soit l'iPhone ou que ce soit ce micro ou que ce soit les voitures électriques. Tout ça, ça ne vient pas de la politique. C'est encouragé par moments par les politiciens, mais c'est souvent des êtres humains qui se battent contre le système, contre le côté archaïque du système pour proposer des choses nouvelles. Je pense notamment à Elon Musk avec ses Tesla. Mais même l'inventeur du jean a inventé un système populaire et ça ne vient pas de la politique. Et du coup, les pauvres et les riches avaient les mêmes pantalons, et c'est des pantalons de qualité, alors que ça a l'air de rien. Mais ça a démodé les anciens pantalons. Voilà, donc j'ai pas du tout répondu à ta question. Parfait. Non, mais quand même, j'ai quelques éléments. C'est à vous. N'hésitez pas à interagir, à partager. De toute façon, il répondra pas à vos questions. Donc, là, au moins, ça déstresse. Je vais lancer une mode qui est celle de répondre à une autre question qui n'a pas été posée. Tu réponds à une autre conférence aussi. Ça peut être pas mal, à un mois d'intervalle. Des conférences croisées. Ouais, c'est pas mal. J'ai inventé un autre. Bon. Allez-y, vous avez un micro qui circule? Oui. Ouais. J'ai en profité le temps que le micro t'arrive pour t'expliquer l'angoisse de la première question. C'est sur la dystopie. Hein. Notre angoisse, c'est qu'il n'y ait pas de première question. Donc, tandis que là, vu que c'est réglé... Pas mal, l'intelligence collective, là. Ah, super, merci. Ouais, effectivement, l'angoisse pour qui? Pour celui qui la pose ou pour celui qui... non, pour nous. Pour nous, parce que pour l'instant, je touche du bois, il n'est jamais arrivé... y a-t-il une première question? Et il y a un vide. Mais par contre, il y a quelques longues secondes dans lesquelles je sais que tout le monde se regarde, et je sais que s'il n'y a pas quelqu'un qui jaillit, les gens vont se dire « Ah ben si personne n'y va, je ne veux pas y aller moi. Je vais attendre la deuxième question. » Et donc à ce moment-là, il peut y avoir... J'ai vu ça pour d'autres écrivains qui sont retrouvés. Y a-t-il une première question? Personne ne lève la main. Silence très gênant. Allez, faites un effort. Personne. Et puis là, tout le groupe qui culpabilise, qui dit « Ah bah maintenant que ça a foiré son truc, on va pas y aller. » Là, il n'y a aucun souci, on a ramené tous nos familles. Hein, donc, voilà. Ouais, du coup, l'idéal, c'est de préparer une première question avec un complice et tu me poseras la question. Voilà. Ah, c'est lui. Ce qu'il y a effectivement, parce que moi j'ai un gros défaut, c'est que quand on se trouve dans cette situation-là, j'ai un besoin irrépressible de poser la première question, et ça arrive à tous les coups. Donc, pathologie complémentaire. Ah, c'est carrément une pathologie, c'est depuis l'enfance que j'ai ça. Oui, il y a une question, parce qu'effectivement là, on est en train de vivre pas mal de choses, hein, entre des règlements climatiques, un certain nombre de problématiques sur les inégalités, enfin énormément de choses auxquelles on l'a, je pense, pas eu à faire face auparavant. Hein. Si on fait l'analogie avec les fourmis, hein,
quels seraient peut-être les enseignements qu'on pourrait tirer des fourmilières, des civilisations, peut-être même de fourmis, par rapport à ça, choses qu'elles ont certainement peut-être vécues auparavant. Qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer Alors, c'était un peu le thème que je voulais développer jusqu'au bout dans Troisième Humanité, mais vu que le livre s'est pas assez vendu, je pourrais jamais aller faire mes 7 volumes, je vais en faire 7 volumes, mais ça allait aboutir à cette idée qui est présentée dès le début, mais qui va être retravaillée. C'est qu'on voit qu'à chaque danger d'extinction d'espèces, la nature fait 3 choix. Le premier, c'est plus petit, c'est-à-dire qu'on est passé des dinosaures aux lézards, des libellules de 1,20 m d'envergure aux toutes petites libellules et aux mammouths, aux éléphants. La nature, c'est comme si elle disait, écoutez, vous faites trop de dégâts, on va un peu plus bas, vous allez redescendre. Et même les fourmis étaient plus grosses. Elles ont rétréci, les fougères, les plantes, tout a rétréci. Chaque fois il y a eu donc 5 cataclysmes, extinction d'espèces, qui ont tué entre 80 et 90% de la population, la vie. Et au final, c'est les plus petits qui en profitent, qui survivent. Le deuxième, c'est plus féminin. J'ai retrouvé une étude quand je faisais Troisième Humanité qui montrait que l'eau des égouts de New York devenant de plus en plus polluée, les espèces animales qui vivent dans les égouts se féminisent. Et la féminisation est une forme de résistance à la pollution, mais même chez les plantes. Et puis il y a ces 2 cas que je cite. C'est un lézard en Nouvelle-Zélande qui est inspiré dans les typhons. Si c'est un mâle, il tombe sur une île, il meurt. Et si c'est une femelle, elle mute et devient parthénogénétique, c'est-à-dire qu'elle se met à pondre des enfants sans mâle. Et d'ailleurs, il y avait un requin qui était dans un hôtel en Arabie Saoudite, qui était tout seul dans son aquarium, et qui est un requin femelle, qui un jour a accouché d'un enfant. Donc, c'est-à-dire que la nature offre la possibilité aux femelles de s'adapter toutes seules sans la présence des mâles. Donc, c'est le futur. C'est clair. Sympa. Ah non, mais le futur est féminin. Mais normalement, d'ailleurs, il devrait y avoir... Je me rappelle sur Wikipédia, justement, il y a quelqu'un qui Bernard Werber met des informations scientifiquement fausses. La preuve, c'est que dans les fourmis, il dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, alors qu'il suffit de regarder les chiffres, il y a plus d'hommes que de femmes. J'ai mis qu'il y avait plus de femmes que d'hommes sur Terre en 1991. Entre-temps, il s'avère que la Chine, l'Inde et les pays d'Afrique et les pays du Moyen-Orient, ayant des politiques d'élimination systématique des filles par échographie et par avortement, eh ben oui, ça a fini par peser sur la balance. Il y a plus d'hommes que de femmes sur Terre. Mais c'est juste qu'en 91, c'était pas le cas. Donc ce qui montre, méfiez-vous de Wikipédia aussi. C'est parfois des conneries, quoi. Et normalement, il devrait y avoir beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça devrait être de l'ordre de 70 à 30, c'est-à-dire 70% de femmes pour 30% d'hommes. Pour une raison simple, c'est que les spermatozoïdes féminins sont plus dynamiques et plus solides que les spermatozoïdes portant les caractères masculins. Et que d'ailleurs, il y a un moyen de faire une fille, s'il y a des femmes enceintes. Non, c'est trop tard. Des femmes qui veulent lever la main tant qu'on y est. Hein, non, si vous voulez avoir une fille, il faut concevoir l'enfant le plus éloigné possible du pic d'ovulation. Voilà. Madame connaît. Et parce que avant et après, c'est un peu plus dur pour les spermatozoïdes. Et il y a une sélection qui est faite. Ceux qui transportent les mâles ne tiennent pas, et ceux qui transportent les femelles tiennent mieux. Donc quand vous êtes en pic d'ovulation, vous êtes à 1 chance sur 2. Et avant et après, vous êtes à 3 chances sur 4 ou plus. Donc normalement, il devrait y avoir beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais c'est la culture et cette connerie de dot, de mariage arrangé, d'héritage, c'est des trucs culturels qui n'ont rien à voir avec la nature, ça apporte rien de bon, ça, qui font qu'il y a un mépris des femmes dans les sociétés, je veux dire, peu évoluées. Heureusement, en Europe, a priori aux États-Unis, on a passé ce stade. On voit même des femmes qui travaillent, voire qui conduisent des voitures. Heureusement. Donc, les solutions qu'apportent les fourmis, c'est plus petit, plus féminin. Et le troisième élément, c'est plus social. Oui, j'avais pas fini, excuse-moi. Oui. Non, on était sur pic et ovulation et nouvel observateur, mais c'était une autre conférence. Mais donc, plus social. Plus social, ouais. Plus social, c'est-à-dire que les espèces qui fonctionnent non pas en mode autonome, mais en mode collectif,
résistent mieux à toutes les formes. On a vu par exemple aux intempéries, les fourmis qui arrivent à former des radeaux pour survivre. Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télévision. Mais les fourmis, par leur sociabilité, arrivent à résoudre des problèmes que les autres espèces n'arrivent pas à résoudre, dont notamment, j'en parle encore dans Troisième Humanité, les fourmis argentées du désert, qui ne chassent que les animaux tués par la chaleur, et qui arrivent à courir sur le désert qui est bouillant comme une poêle. Aucune espèce n'arrive à tenir la chaleur, et ils vont chercher les animaux tués par la chaleur, et ils se les passent d'individu à individu. Et c'est que comme ça que la colonie arrive à survivre. Et les scorpions ne tiennent pas, les serpents ne tiennent pas, les araignées ne tiennent pas, aucun animal ne tient, il n'y a que les fourmis, grâce à la sociabilité, qui arrivent à gérer ce problème. Donc, on est obligé de fonctionner en collectif. Le mode collectif, actuellement, n'est pas au point chez les hommes. Il s'améliore, il y a des choses qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ne marchent pas, mais le jour où on aura compris qu'on se réalise à travers le groupe, on va résoudre nos problèmes personnels et on va résoudre les problèmes du groupe. Mais ça fait partie de l'évolution que nous montrent les fourmis. Alors j'ai vraiment hâte de la prochaine question, parce que vu le niveau de la réponse, j'ai vraiment très hâte. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je voulais vous dire merci de nous offrir cette possibilité de parler à la cool avec Bernard Werber qui fait des vannes sur les alcooliques du Nouvel Up. C'est vraiment. Il n'y a pas que des alcooliques, il y a quelques drogués aussi, mais j'en ai pas parlé. Je vais essayer de faire court, mais j'ai plein de questions, donc je vais me brider moi-même. D'abord, je voulais savoir si vous connaissiez les barbares, Bernard Werber, parce qu'on fait une soirée mardi 19, où il va y avoir plein de gens qui réinventent justement, et qui inventent comme l'IFS et comme plein d'autres gens qui sont dans cette salle, le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Et donc, les 100 barbares. Les 100 barbares ? Les 100 barbares. On peut s'en reparler après si vous voulez. D'accord. Mais en tout cas, je voulais juste vous inviter à venir le 19. On va être, je pense, plusieurs centaines à se réunir. Je peux pas, c'est mon anniversaire. Voilà. Moi, je connais son âge d'anniversaire. Voilà, c'était juste une 25 invitation. ans, c'est important pour moi. C'est 30 ans, ouais. Et la deuxième chose, c'est aussi une invitation, une question. C'est que moi, ce qui m'intéresse, je m'intéresse aux fourmis, mais je m'intéresse beaucoup aux zèbres. Et donc, j'ai créé un livre qui s'appelle Au bonheur des zèbres. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer un peu les liens qu'il y a entre le bonheur, l'intelligence, l'émotion, la créativité. Enfin, j'essaye de comprendre comment chacun se dépatouille un peu avec ce dont vous parliez tout à l'heure, aussi quand on a lu le texte. Et j'aurais voulu savoir, d'une part, que vous nous disiez un peu, que vous nous partagiez ce qui vous rend heureux et comment vous le cultivez et comment vous coltinez, vous, cette question de quand on n'est pas bien quelque part, on bouge. C'est pas si simple que ça, je pense. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous donnez des interviews à des jeunes journalistes qui feraient un livre sur le bonheur des zèbres, par exemple, pour faire un portrait ? On peut en parler tout à l'heure. Mais alors, attendez, on va réunir les questions. Voilà. Alors, la première question, c'est quoi ? La première question, c'est les barbares. Est-ce que vous connaissez comme ça ? Non. Deuxième question. Mais je vous avouerai, je ne suis pas au courant de beaucoup de choses sur tout ce qui se passe socialement. C'est-à-dire ce genre de groupe-là. Je connais pas du tout. Pas fourmi. Non, je suis connecté à d'autres choses, mais pas assez. Ok. La deuxième question. Quel est mon secret de bonheur ? Pour moi, les gens qui sont malheureux, c'est qu'ils ne sont pas à leur place. Je reviens à cette idée. Et être heureux, c'est être à sa place. Dès le moment où on a trouvé sa place, on rayonne. Dès le moment où on n'a pas trouvé sa place, tout nous agresse. Quand j'étais à l'Obs, repère d'alcoolique, drogué, j'étais pas à ma place. Et ils m'ont signalé, t'es pas à ta place, on te fout dehors. Donc du coup, j'étais malheureux, avec un sentiment d'abandon. Mais non, en fait, ils m'ont aidé à trouver ma place. Et ma place, c'était écrivain. Maintenant, comment trouver sa place ? La manière de trouver sa place, c'est d'accumuler des expériences. Et notre monde nous dit les expériences sont dangereuses et vous risquez d'échouer. Et c'est ça qu'il faut accepter. L'idée, c'est ok, c'est dangereux ou on risque d'échouer, mais ça nous intéresse quand même, car c'est une expérience. Et le pire qui puisse m'arriver, c'est de ne pas avoir d'expérience. Donc, il faut tâtonner, il faut tester toutes sortes de clés, et puis au bout d'un moment, on pourra trouver la bonne. Sinon, l'autre secret de bonheur, c'est que j'ai failli crever il y a quelques années, et depuis,
j'ai le sentiment que chaque jour qui arrive, c'est un cadeau par rapport à cette échéance. Donc c'était il y a 7 ans, parce qu'on a détecté un problème de cœur, j'avais un bouchon dans le cœur. Et je ne me suis pas fait opérer, et donc je suis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et cette épée de Damoclès fait que chaque seconde qui passe, pour moi, est une seconde de gagner, et chaque instant qui arrive est un instant apprécié, et chaque matin, je suis heureux d'être vivant. Donc peut-être qu'il faut par moment avoir ce genre d'expérience pour apprécier ce qu'on croit qui nous est dû ou qui semble naturel. Pour moi, chaque journée qui passe est un miracle. Et cette vision-là entraîne plein d'autres. D'abord, du coup, je suis dans un mode de remerciement à la vie, à tout, à mon cœur qui du coup a fait des progrès. Et je suis dans un mode aussi d'appréciation. C'est-à-dire, même là, le fait de vous parler, pour moi, c'est un plaisir. Alors que certains diront, je connais d'autres amis pour lesquels les conférences, c'est les corvées. Pour moi, c'est une expérience, je ne vous connais pas. Je fais confiance à ce garçon-là qui est à ma gauche. Je ne sais pas où j'arrive. Là, je rencontre des gens. Vous me parlez d'un truc que je ne connais pas, les barbares. Tout devient source d'émerveillement. Mais c'est une attitude qui est liée réellement à la prise de conscience que ça peut s'arrêter comme ça. Le fait que j'ai eu ce petit problème cardiaque, ça a changé ma vision. C'est-à-dire pour moi, j'étais au milieu de ma vie et tout d'un coup, je me suis aperçu que je suis peut-être à la fin de ma vie. Et à la limite, si vous pouvez avoir cette prise de conscience sans passer par l'étape « oh là là, c'est terrible, je risque de mourir », si vous pouvez juste vous dire « ok, apprécions ce que j'ai, ça peut s'arrêter », mais d'une manière ouverte, vous commencez à être heureux. Et vous commencez aussi à regarder un peu mieux tout ce qui se passe, parce que vous savez, c'est comme si je me disais à la dernière seconde de mourir, je me dirais, merde, j'ai pas bien regardé j'ai raté des expériences, je me suis pas assez intéressé aux autres. Donc là, j'essaie de rentabiliser cette existence. C'est le thème d'ailleurs Depuis l'au-delà, qui démarre par l'histoire d'un écrivain qui meurt et qui se rend compte de tout ce qu'il aurait dû faire et qui du coup essaie de le compenser, mais à l'état de fantôme ou d'amérante. Et c'est là, il comprend tout, mais il n'est plus dans la matière, donc c'est trop tard. L'expérience de la matière, je peux pousser un peu ou je bouge pas dans le temps? On t'attend sur ça. J'en suis arrivé là, je suis hors sujet, mais je me suis demandé pourquoi la vie, pourquoi là, et j'en suis arrivé à une conclusion bizarre, mais auquel vous n'êtes pas obligé d'adhérer. En gros, on est des esprits qui faisons l'expérience de la matière. Donc on vient sur Terre pour, comme on rentre dans des bagnoles, c'est nos corps. Mais l'esprit, c'est le pilote, quoi, c'est le truc. Et par moment, la nuit, il peut quitter la voiture, il peut aller voir d'autres voitures, ce qu'on appelle le voyage astral. Il peut, par moment, quitter un peu la voiture et revenir. Ça peut être un coma. Mais cette chose-là que vous voyez, qui s'appelle Bernard Werber, c'est le véhicule de mon esprit. En tant que... Maintenant, c'est à force d'écrire ça, je m'en suis convaincu moi-même. En tant qu'esprit, je me sens beaucoup plus que Bernard Werber, parce que je peux aller... Par exemple, je peux regarder monsieur qui est au fond, et je peux imaginer à la seconde ce qu'il voit de moi. C'est juste une projection de mon esprit. Donc mon esprit est capable d'aller là-bas et de regarder en arrière. Je peux regarder une fourmi et imaginer ce qu'elle voit, ou je peux regarder mon chat ou mon chien et regarder ce qu'il voit. Je peux même vous regarder à vous et essayer de comprendre ce que vous pensez et voir comment vous me voyez. Et ça, c'est une puissance de l'esprit. C'est juste que mon esprit n'est pas un truc enfermé dans ce crâne d'os. Et dès le moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai commencé à utiliser le rêve dans le 6e sommeil, le rêve lucide pour faire des choses rigolotes. Mais je peux aussi élargir mon esprit. Mais bon, ça ne présente pas d'intérêt autre que philosophique ou écrivain. C'est-à-dire je peux être beaucoup plus que le bonhomme qui parle là. Et j'ai fini par me convaincre en écrivant Depuis l'au-delà que, en plus, quand cette histoire terminera, normalement je devrais me réincarner ou je devrais continuer à adhérer. Mais la réincarnation m'a l'air l'évolution logique de tous les esprits. Donc ce concept qui est indien, mais qu'on retrouve en fait partout, qui n'est pas que indien, mais qui est connu sous la forme indienne, me semble la réponse satisfaisante à que nous arrive-t-il après la mort. Après la mort, on revient en essayant d'évoluer.
Je ne sais pas du tout votre question, Voilà, mais c'est ma réponse. Et donc, les zèbres, peut-être aussi, se réincarnent en humain. Moi, je vous propose un petit sas avec la prochaine question, parce que ça va être difficile. Il y a un autre secret du bonheur que tu gardes profondément en toi et que tu partages, c'est les soirées loup-garou. Alors, il s'agit en effet de Partouze que nous organisons avec Mathieu. Et je ne voulais pas évoquer ce sujet après l'alcoolisme et la drogue du Nouvel Obs. Qui c'est qui connaît les loups-garous ici? Ah oui, vous avez fait les colonies de vacances. Bon. Alors, d'abord, je vais expliquer pourquoi je fais les loups-garous. C'est lié à Maxime Chatham. Une fois, je lui ai dit, en fait, pourquoi les gens se réunissent? Je fais soit c'est pour manger, soit c'est pour danser, et soit c'est pour... les raisons pour lesquelles les êtres humains se réunissent me semblaient un peu dérisoires. Bon, ou alors écouter un type qui dit des conneries dans un micro. Mais et j'ai dit, il y aurait pas... Qu'est-ce qui peut faire que des gens sympas se réunissent et il me dit, les jeux de rôle. Alors j'ai dit, les jeux de rôle, le problème, c'est que ça dure 7 heures pour apprendre ça dure 1 heure pour apprendre les règles, 7 heures pour y jouer, et les filles ne veulent pas venir. Ceux qui ont pratiqué le jeu de rôle doivent savoir. Et il me dit, il y a un jeu de rôle dans lequel ça s'apprend en 3 minutes, et vu que c'est de la psychologie et que ça va vite, les filles peuvent venir. Et qu'il y a un équilibre yin-yang naturel. Car il n'y a que des mecs, au bout d'un moment, c'est un peu la testostérone, c'est pas rigolo. Et là, j'ai commencé à tester ça, et je me suis aperçu que c'est un excellent laboratoire, d'abord pour faire des scénarios, pour créer du suspense, pour découvrir les gens, pour que des gens qui ne se connaissent pas se rencontrent. Et puis au bout d'un moment, vu que je faisais venir des écrivains, des scénaristes, des acteurs, des scientifiques, des gens comme toi, au bout d'un moment, et qu'on s'entretuait tous gentiment autour d'une table à 18, je me suis aperçu que ça créait en fait une expérience tribale temporaire sympathique, au point où le créateur du jeu, Hervé Marly, est venu et vient Il s'est fait abattre super rapidement. Parce que, il tient pas, il est pas très bon. Pas du tout. Mais les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Et maintenant, on fait des expériences il nous amène de nouveaux jeux à tester. Et je crois que le jeu est une zone importante. Enfin, garder notre capacité d'enfant pour imaginer qu'on est un personnage et qu'on vit une aventure, c'est indispensable pour pas devenir con. Toute personne qui vit que dans son boulot et son sérieux et ses certitudes, au bout d'un moment, va s'étioler l'esprit et se scléroser en attendant de la retraite et la mort. Et les connaissances, les échanges de connaissances tels qu'on peut l'avoir par Internet, et la pratique de jeux collectifs comme Loup-Garou me semblent des moyens de garder l'esprit vif. Moi, j'ai un papa là, actuellement qui commence à avoir une maladie d'Alzheimer, mais il l'a plus lentement que ma maman parce qu'il joue au bridge. Et je vais dire, le bridge, pour moi, c'est un jeu que je ne connaissais pas, mais visiblement, ça permet de sociabiliser, ça permet de mémoriser, ça permet de travailler. Si vous avez des vieux parents qui commencent à se dégrader, pensez à leur proposer le bridge, ça peut les sauver. En tout cas, le naufrage de mon père est moins rapide que le naufrage de ma mère, précisément à cause du jeu. Et je crois que les jeux nous sauvent. Il faut pratiquer une partie des jeux. En fait, j'hésitais entre 2 questions. La première, après je te laisse choisir laquelle. Pourquoi on n'irait pas proposer au gouvernement actuel un ministre du bonheur? Ça existe au Bhoutan. Oui, et ça existe, ils ont nommé ça aussi, je crois, je ne sais plus si c'est aux Émirats Arabes Unis ou au Qatar, il y a une ministre du bonheur. Non, mais ça va alors. Mais je pense que ce serait pas mal. Elle a un budget? Alors, la deuxième question, c'était par rapport aux fourmis, parce que tu décris ça comme quelque chose d'assez idéal comme société. Il y a juste un élément qui n'est pas chez eux, c'est l'argent. Il n'y a pas de notion de rémunération, il n'y a pas tout ça. Donc comment est-ce que dans notre société, on pourrait... Non, c'est encore plus fort que ça. C'est qu'elles ont développé, et c'est les espèces les plus évoluées, parce que toutes les fourmis ne sont pas évoluées, il y en a qui vivent en tribu, en famille, il y en a qui ont des comportements similaires à nos pires humains. C'est diversifié. Mais elles ont développé un jabot social. Et le jabot social, c'est comme si on avait 2 estomacs. Un estomac qui sert à nous nourrir, nous, et un estomac dans lequel on met la nourriture au cas où quelqu'un qui est faim nous réclame de la nourriture. Et ça, c'est une évolution d'espèce. Et ta question, c'était... Il n'y a pas de notion d'argent chez les fourmis. Donc, comment est-ce que nous, on pourrait essayer de... Alors, c'est aussi le thème du prochain livre que j'écris. Un des éléments,
c'est qu'il faudrait arriver à un système que j'ai vécu et que j'ai testé, mais pour l'instant on n'est pas encore prêt, c'est le kibbutz. C'est-à-dire les gens reçoivent en fonction de leurs besoins et non pas en fonction de la récompense de leur travail. Donc j'ai fait ça quand j'avais 20 ans. Je me suis retrouvé 3 mois en Israël, à Ramat David, et on cultivait des poires, enfin je faisais la cueillette des poires, et on avait droit du coup à toutes les infrastructures du kibbutz. C'était un kibbutz de 1200 personnes, qui avait une zone agriculture, une zone industrie, une zone informatique, une zone service. Et tout le monde travaillait en commun, personne n'avait d'argent, toutes les portes restaient ouvertes. C'est le vrai socialisme idéal que j'imaginais. Et à côté de ça, du fait que le kibbutz arrivait à avoir un petit patrimoine, ils ont pu acheter une jolie piscine, un terrain de tennis. Il y avait des jeunes qui étaient tous éduqués ensemble, qui parlaient à 9 ans, ils parlaient 3 ou 4 langues. Et j'ai vu un système qui marchait parfaitement, sans argent. Mais quand on voulait acheter une machine à laver ou quelque chose comme ça, il fallait demander à la trésorerie du kibbutz, et le kibbutz vous donnait de l'argent. C'est la trésorière qui considérait est-ce que c'était du superflu ou de l'indispensable. Mais la plupart des gens achetaient tout ce qu'ils voulaient. Mais la notion de rien posséder et de rien pouvoir laisser en héritage à ses enfants est une notion difficile à accepter. Mais à l'intérieur du kibbutz, il ne possédait rien, si ce n'est une maison à l'intérieur d'un village. Et il y avait une super bonne ambiance. Et c'était très, très, très sympathique. Maintenant, je ne sais pas qui serait capable de supporter ça, de ne pas avoir d'argent et de demander à la trésorerie, en fonction de la culture des poires, qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Est-ce qu'on peut avoir le nouvel iPhone ou est-ce que c'est superflu? Voilà. On y revient. Je dis ça parce que j'ai entendu en arrivant qui parlait de l'iPhone. Autre question. Oui, tu as entendu. Prépare ta réponse. J'ai combien de temps? Il reste un quart d'heure. Ah voilà, c'est parce que je ne sais pas bien calibré, mais... Alors moi, déjà, Bonjour. Bonjour. Alors déjà, j'avais un petit commentaire. Vous parliez là des kibbutz. Et imaginons une personne qui naît dans ce kibbutz, qui se sent enfermé finalement par ce système de kibbutz. Il n'est pas heureux. Comment il fait pour partir? Ils peuvent partir librement. Ils donnent une somme d'argent pour les aider à s'adapter. Enfin, au kibbutz où j'étais, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres, mais c'est pas une prison. Ah, mais bien sûr, mais du coup, je me demandais... mais s'ils veulent partir, ils ont une petite somme et puis ils doivent se démerder avec, quoi. Mais à tout moment, tous les membres peuvent partir. D'ailleurs, il y en avait qui partaient, d'autres qui arrivaient. C'est pas un système étanche. Ok, bon. Du coup, on a testé un peu ça aussi en France, les communautés hippies, hein. Mais seulement les communautés hippies, c'était toujours les mêmes qui faisaient la vaisselle et les mêmes qui fumaient des pétards. Alors au bout d'un moment, ça a agacé ceux qui faisaient la vaisselle. Donc du coup, il y a beaucoup de communautés qui ont explosé. Mais il existe des communautés, même aux États-Unis, des communautés agricoles autogérées sur le principe du kibbutz. Et je pense qu'il doit exister en France en cherchant bien. Eh ben, à vrai dire, moi, j'ai fait des woofing. Donc ça s'apparente un petit peu à ça. Woofing, en gros, c'est des fermes agricoles et il y en a certaines qui sont constituées comme de réelles communautés. Et on voyait qu'au bout de quelques mois, il y avait des problématiques hiérarchiques où finalement les individus, ça reste des individus qui ont des inégalités d'implication qui faisaient que des personnes... Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas des fourmis. On n'arrive pas à oublier notre intérêt personnel. Et puis, il y avait un élément, c'est que la sexualité est très, très libre dans le kibbutz. Et donc, je pense qu'il devait y en avoir forcément qui se sentaient frustrés ou d'autres... les rapports humains restent normaux. Donc, il peut y avoir des gens désespérés, il peut y avoir des chagrins d'amour, il peut y avoir quelqu'un qui voulait une maison... mais il y avait une sorte de groupe de sages qui calmait tout le monde, qui servait de psychanalyste. Et au final, on tombe dans un système tribal moderne. Mais il faut que tout le monde joue le jeu. Et ceux qui sont, comment dire, un peu fragiles, ça va les aider, mais ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il y en a qui arrivent avec des névroses. Voilà.
des poids familiaux héréditaires. On ne peut pas d'un coup faire que tout le monde soit neuf et que tout le monde soit propre et tout le monde soit motivé et que tout le monde ait envie de bâtir une société meilleure dans l'effort collectif. Pas encore. Alors c'est à la fois moderne et à la fois ancien, parce que tous les socialistes utopistes du 19e siècle, les Coué, les KB, Owen, les Fourier ont essayé des communautés. Dans l'Indiana, ils étaient 800 et ils échouent à peu près toujours pour la même chose, pour la relation au sexe et pour la relation à l'argent, qui est la relation d'autorité. C'est pour ça que dans les groupes utopiques, l'ascétisme asexué est une des conditions peut-être de réussite, et encore à un moment donné, ça énerve. C'est quand l'humain finalement rencontre la bestialité. Comment ? C'est quand le côté, on va dire, animal de l'homme va à l'encontre de ce qui serait c'est le côté rat. Voilà. C'est-à-dire que... Je vais vous expliquer. On y arrive. On est entre les fourmis et les rats. Voilà. Chez les rats, c'est un système, le plus fort casse la gueule au plus faible. Même les rats mâles dominants mangent leurs enfants parce qu'ils les trouvent faibles ou malades. On tue les malades, on tue les vieux, on tue les faibles, on tue tous ceux qui traînent. Et il y a une compétition sur les rats alpha qui s'entretuent entre eux pour que le plus alpha de tous les rats alpha crée une bonne terreur sur le groupe. Et le système n'est pas inefficace, puisque les fourmis couvrent toute la planète, mais les rats aussi. Et nous nous retrouvons, nous aussi, espèces qui couvrons toute la planète, avoir ce choix, c'est soit la sociabilité des fourmis, soit l'individualisme féroce des rats. En gros, comment ? C'est surtout les mâles, parce qu'il y a des enjeux de sélection de l'espèce, c'est-à-dire que c'est un peu le système darwinien, c'est-à-dire les plus forts tuent les plus faibles et se reproduisent le plus. Comme ça, l'espèce, globalement, est censée devenir plus forte. Mais les rats femelles, à leur manière, sont aussi dans ce jeu-là, oui. Mais déjà, elles ont le souci, quand elles accouchent, d'empêcher leur mari de manger les enfants, puis leur copine de manger les enfants. Bon, en gros, elles sont dans des soucis de survie qui font que... c'est autre chose. C'est important de le dire. Si jamais on voulait faire du biomimétisme avec les rats, à un moment donné, il y a ses limites. Il ne faut pas aimer les enfants des autres. Le rat est un animal intelligent aussi. Il faut voir. C'est pas un animal méchant. Et qui est en voie de prolifération. Voilà. Parce que le fait que, par exemple, à Paris, il y a des égouts et le métro lui offre des lieux de reproduction extraordinaires où personne ne vient les embêter. Et j'en parle dans Demain les chats, puisque les chats sont les seuls à se dire mais bon sang, ils vont se faire bouffer par les rats. Les humains, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont affaire à un vrai adversaire. Bonjour. Oui. Déjà, j'avais une mini question juste pour terminer sur ce que vous avez dit. Du coup, est-ce que les fourmis ont un désir ? Et ensuite, ma question, c'était totalement différent. Par rapport à la technologie, est-ce que vous pensez qu'on peut... je ne sais pas si ça marche. Ça marche ou pas ? Ouais. Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner cette course contre la montre et contre les ressources ? Parce que depuis le début, vous parlez que les fourmis, si elles sont plus bien à un endroit, elles bougent leur cité. Si nous, on veut être mieux, on part vers la Lune. Mais en fait, au final, tout ça, c'est l'avancée de la technologie. Est-ce qu'on aura suffisamment de terres rares pour créer les ordinateurs qui vont permettre de faire les recherches, qui vont permettre ensuite d'avoir des fusées assez puissantes pour aller vers une planète habitable ? Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner ça ? Et sinon, c'est quoi la suite ? Alors, la suite de quoi ? De perdre le combat contre la montre, contre le temps et les ressources. Les ressources. Alors, première question sur le désir. La fourmi, il semble bien, n'ayant pas d'ego, en tout cas manifesté, puisqu'on n'a pas encore d'interview de fourmis, a l'air de se réaliser dans le groupe au point de se sacrifier. C'est-à-dire si le fait de mourir permet de ralentir une attaque d'un agresseur, la fourmi ne va pas hésiter. Donc elle considère que le groupe est plus important, et à travers le groupe, elle considère surtout, pour les espèces que je connais le mieux, qui est la fourmi rousse des bois, la reine. Donc toutes les fourmis vont se sacrifier pour sauver la reine, et God save the Queen, parce que la reine n'est pas une reine, mais elle est le vagin, en fait, de la cité. Et donc, c'est le sexe incarné. Il faut voir aussi une chose, c'est que, on parlait tout à l'heure de créer un groupe asexué. Les fourmis sont asexuées. C'est l'un des choix aussi qui est bizarre. Je n'ai pas trop développé parce que je me suis dit ça va les rendre antipathiques.
Mais en gros, il y a 80% pour les fourmis des bois qui sont 80% qui sont asexuées et 20% qui sont sexuées. Et encore, la plupart des mâles, en général, ne survivent pas à la reproduction. Donc il y a un tout petit groupe de femelles qui va survivre. Il y a la reine, même pas un groupe de femelles, c'est pratiquement une reine, point. Et tout le reste, pour le cas de celle que je connaissais, c'est que des asexués et la reine. Donc il n'y a que la reine qui transmet les caractères génétiques. C'est-à-dire s'il y a une fourmi ouvrière très, très intelligente qui fait des découvertes, elle ne pourra pas transmettre ça puisqu'elle ne se reproduit pas. Par contre, la reine va produire des sexués et ces sexués vont faire un envol nuptial dans lequel il va y avoir une sélection de ceux qui arrivent à survivre par rapport aux oiseaux, aux araignées, aux lézards et à tous leurs prédateurs. Donc le désir de la fourmilière est préserver la reine, préserver le groupe, se réaliser dans le bonheur du groupe. Quand le groupe est heureux, il émet une odeur dans laquelle la fourmi se sent bien. Et quand le groupe est stressé, il émet une odeur dans laquelle la fourmi individu se sent pas bien. Mais en fait, ça ressemble beaucoup à notre propre organisme. Une cellule de votre corps n'a pas d'ambition personnelle. Une cellule de mon ongle, elle se dit pas, tiens, voyons si l'autre main reçoit plus de soins que moi. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de compétition. Toutes les cellules de mon corps ne visent qu'à une chose, c'est une sorte d'harmonie. Et quand je suis heureux, toutes les cellules sont heureuses. Maintenant, ce qu'elles veulent préserver, c'est ma survie, donc les cellules du cœur, les cellules du cerveau, afin qu'elles-mêmes puissent continuer à vivre. Voilà, c'est le même principe d'un organisme. C'est une société organisme. Deuxième question, c'était que va-t-il se passer si nos ressources disparaissent ? Pour moi, partir dans l'espace me semble la meilleure solution. Parce que sur Terre, telle qu'elle, si rien ne bouge, et je ne vois pas pourquoi ça bougerait, parce que les mentalités n'y sont pas encore, c'est aussi pour ça que je viens, c'est pour ça que Mathieu travaille, je pense. C'est-à-dire qu'entre les forces qui veulent créer un monde meilleur pour nos enfants, et les forces qui veulent à tout prix faire monter la consommation pour augmenter la croissance économique et faire qu'il y ait du plein emploi, et qu'on s'en fout de la pollution, qu'on s'en fout de la météo et tout, il y a un trop grand déséquilibre. J'étais en Chine. Officiellement, ils sont 1,3 milliard. Officieusement, ils sont 1,7 milliard. 1,7 milliard de personnes qui ont progressivement accès à un peu plus de confort. Avant, ils étaient à les campagnes, donc ils étaient écologiquement peu polluants. Mais maintenant, ils veulent tous la télé, la voiture, le réfrigérateur, et puis consommer comme les Occidentaux déjà, et après les Américains qui consomment encore plus que nous. Donc quand il y aura 1,7 milliard de Chinois qui se mettront à consommer comme les Américains, je pense que l'air et l'eau vont se raréfier et devenir des choses qui seront vendues. Alors à côté de ça, il y a plein de bonnes volontés pour tirer la planète vers le haut. Même en Chine, le président actuel, par exemple, il y a un truc, quand on est à Pékin, tous les 2 roues sont électriques. Ça a l'air de rien, mais on n'entend plus les motos qui pétaradent, c'est pas mal. Donc il y a une réelle volonté d'arranger les choses, mais 1,7 milliard. Donc je vous rappelle, on doit être 300 millions en Europe, 400 ? Quoi ? 500. Donc 500 millions en Europe, 1,7 milliard en Chine. C'est-à-dire à la limite, le président chinois, il dirait juste, on s'installe en Europe, ils envoient tout le monde, même avec une guerre, même avec des mitraillettes, des bombes atomiques, ce que vous voulez, ils y arriveront. C'est juste un rapport de force. Sans parler qu'actuellement, ils ont plus d'armées que nous, ils ont plus d'argent que nous. Donc tout ça pour dire que, pour moi, la seule solution, ça serait de réunir tous les chefs d'État et de poser une politique d'harmonisation par rapport à la nature et aux ressources. C'est-à-dire, on sait qu'on a ça comme réserve d'eau, on sait qu'on a ça comme réserve de bois et qu'on a ça comme réserve d'air. On fait des enfants en fonction de ce que peut nous offrir notre planète. Et tant qu'on n'a pas trouvé un moyen de quitter cette planète pour en coloniser une autre, on s'autorégule. Toutes les espèces s'autorégulent, il n'y a que les êtres humains qui ne s'autorégulent pas. Le problème, c'est que ce message ne touche que les gens raisonnables, mais ceux qui font plein de gosses pour toucher... Il y a un film excellent qui s'appelle Idiocratie. Vous avez vu, non ? Peut-être. Ça explique que les chômeurs, n'ayant rien à perdre et étant tranquilles, font plein de gosses pour toucher les ascédiques. C'est un film américain, c'est même pas français. Et les gens intelligents, réfléchissant à 2 fois pour être sûrs d'avoir la meilleure éducation, finalement, les gens intelligents font très peu de gosses, et les gens bêtes
font beaucoup d'enfants. Et donc, il faut le voir, ce film. Ouais, je vous le conseille. Idiocratie, c'est effarant. Et il montre que vu que les gens stupides font beaucoup de gosses et les gens intelligents font peu de gosses, ça finit par se ressentir sur toute la planète et le QI baisse planétairement. De toute façon, c'est déjà le cas. Hein. Le QI planétaire baisse et les gens sont de plus en plus crétins. Et donc, il y a des gens qui se réveillent, qui hibernent de nos jours et qui se réveillent, je ne sais pas, quelques centaines d'années plus tard et ils arrivent dans un monde crétin où les gens ne regardent que des films de télé-réalité, où ils boivent que du coca, ils mangent des hamburgers, ils ont une vie à la con, et puis ils savent plus compter, ils savent plus ce que c'est la démocratie. Le président, c'est un chanteur. C'est un catcheur. C'est un catcheur. Je ne sais pas si je peux me permettre, mais en même temps, de nos jours, on a de plus en plus accès à la culture, alors c'est un peu un contre-exemple aussi. En France. Il y a plein de contre-exemples. Les Chinois, ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils veulent arrêter les voitures à essence et à diesel. Donc quand ils vont arriver, les 1,3 milliard, ils vont consommer autrement. Ils ne vont pas consommer comme nous, ils vont consommer l'étape d'après. Les Chinois, ils bougent vite. Hein. Le projet Harmonie là, qu'ils sont en train de développer, ça peut être ils bougent vite dans les villes. Et un enfant par famille, c'est respecté dans les villes. Mais dès que tu prends une voiture et que tu vas dans les campagnes, là tu comprends le problème. C'est-à-dire que c'est comme si la préhistoire était à côté de Hong Kong. C'est le cas. Et c'est pour ça qu'ils envoient tous ces gosses et ces types s'insèrent d'ouvriers pour fabriquer nos petits gadgets et nos iPhones. C'est parce qu'ils ont affaire à une masse de gens qui sont en retard, une masse agricole, qui peuvent facilement abuser. Ils les payent très très peu. Quand ils manifestent, ils les tuent. Et puis voilà, c'est réglé. C'est une autre manière de voir. On va pas finir sur ça, hein, je vous le dis. Non, mais ça c'est la Chine. Stéphane, on va prendre une dernière question. Hein. Ok. Je préviens. Stéphane. Non, une dernière. Ouais, c'est là. Ah. Ouais, j'en prends deux. Je vais être rapide. J'ai déjà un stock de réponses de près. Si je peux les recouper. C'est moi qui vais. Pardon. Entre ce que vous dites aujourd'hui et ce que j'avais lu il y a longtemps, le cycle des dieux justement, où on a l'impression que les schémas se répètent, quelle que soit la Terre. Qu'est-ce qui vous rend optimiste finalement aujourd'hui ? Vous. Elle est rapide ma réponse. Les magots. Non, vous. Je vais la développer un tout petit peu quand même. C'est qu'il n'y a jamais eu autant de gens intelligents qui communiquent et qui travaillent ensemble. Et le fait qu'il y ait Internet qui autorise à faire des communautés de cerveaux connectés, c'est génial. Et ça, nos enfants seront d'autant plus en profiter pour eux, ça sera naturel. Mais ça va faire le bien et le mal en même temps. Mais le bien va être fait quand même. C'est-à-dire qu'il va sortir des communautés Internet et des collectivités et des groupes connectés, des tas de choses fabuleuses. C'est forcé. Et sinon, je suis optimiste parce que si je regarde le passé, on est quand même à la meilleure période de toute l'histoire de l'humanité. Juste une petite info, essayez de visualiser comment on se soignait les dents au siècle dernier. Il y a une série qui s'appelle The Knick, dans laquelle vous voyez que les gens qui n'avaient pas d'argent, ils se faisaient opérer par le barbier, et les gens qui ont de l'argent allaient dans les hôpitaux dans lesquels, entre nous, il n'y avait pas une hygiène terrible, et l'usage d'anesthésique était vraiment exceptionnel. Mais même au Moyen-Âge, pour reprendre le cas de la dentisterie, ça faisait sur les marchés par le barbier, on attachait le type à une planche, les gens pouvaient voir en tant que spectacle le type se faire arracher les dents ou se faire opérer de l'appendicite, le tout avec des objets rouillés, c'est le barbier, et les mains sales. Donc, dans les hurlements sans anesthésie. J'ai l'impression qu'on a un peu progressé. Et je trouve qu'on est une époque formidable. On a des outils, des caméras, Internet, des lieux comme ça qui existent. Ça n'existait pas avant. Donc, voilà ce qui me rend optimiste. On finira pas non plus sur le barbier qui vous écorche à vif pour 3 sous. Hein. Bonsoir. Avant, c'était pas mieux. Pour l'instant, maintenant, c'est bien. Et je crois que dans le futur, ça va être encore mieux. Bonsoir, donc je suis rapide. Question rapide. Quels sont les écrivains qui vous inspirent encore et qui vous ont inspiré ? On va faire qui vous ont inspiré et qui vous inspirent encore. Allez. Ils sont 3, ils m'ont traumatisé et je vis nourri par eux. Le premier, c'est Isaac Asimov avec le cycle de Fondation. Qui c'est qui a lu ça ? Bon, mais pour les autres, vous avez de la chance, vous allez pouvoir le découvrir. Il faut démarrer par le premier, Fondation 1.
qui est juste l'histoire d'un homme qui prévoit tous les cycles de futur et qui le fait... C'est-à-dire qu'il part du principe qu'à partir d'un certain nombre d'habitants, et là je crois que ça doit être plusieurs milliers de milliards, les décisions des hommes n'ont plus... Enfin, plusieurs centaines de milliards. Les décisions des hommes n'ont plus aucune importance. On peut tirer des lois de probabilité mathématiques. Et de là, il déduit toute l'histoire de l'évolution de l'humanité. Dans un futur, c'est censé se passer dans 10 000 ans. Et dans 10 000 ans, disons, si on est 100 milliards, il déduit les groupes. Donc ça, c'est Fondation. Le deuxième, c'est Dune, de Frank Herbert. Qui c'est qui a lu Dune ? Qui c'est qui a vu Dune ? Non, oubliez-le, parce que le film n'a pas pu rejoindre l'œuvre. Et le livre est inadaptable. Donc Dune m'a fait comprendre une chose. D'abord que l'eau était un des enjeux principaux de tout. Et la deuxième chose, c'est que le fanatisme religieux peut gagner et qu'il ne faut pas sous-estimer le fanatisme religieux, parce que quand les gens souhaitent juste mourir pour une cause imaginaire, irrationnelle, vous ne pouvez plus les raisonner et vous êtes foutus. C'est ce que j'ai compris dans Dune. Et toute la forme de démocratie et de construction sur de la logique est détruite par une forme de magie et d'irrationnel. Et le troisième, c'est Philippe Cadic. Et Philippe Cadic m'a fait comprendre une chose. Enfin, il y a deux infos que j'ai compris. La première, c'est rien ne prouve que ce qu'il y a autour de moi est réel. Ça se peut que je sois en train de rêver au moment où je vous parle. Tout Matrix, tout ça est issu de la pensée de Dick. Et la deuxième, c'est la différence entre un homme et un robot, et entre un homme bien et un homme pas bien, c'est la capacité d'empathie. Et la capacité d'empathie, c'est pas sympathie, c'est pas compassion. L'empathie, c'est quand quelqu'un souffre, vous le percevez et vous n'en êtes pas insensible. Ça ne veut pas dire que vous allez aider la personne. Ça ne veut pas dire que vous allez rentrer en société caritative pour aider les petits Africains qui souffrent de la malaria. Ça veut juste dire que c'est plus fort que vous, vous ressentez la douleur des autres. Empathie. Et l'empathie est la différence entre un robot et un homme. Et si un robot arrive à être empathique, à ce moment-là, il n'y aura plus de différence entre les hommes et les robots. Et c'est ce que j'ai compris dans notamment Blade Runner, que tu devrais voir. En tout cas, tu devrais lire. Bien sûr. Une dernière question, et ce sera la dernière. Quel est ton meilleur souvenir de 2040 ? Ah oui, c'est vrai. Bon, en gros, est-ce que je peux reformuler la question comme comment je vois 2040 ? Tu es en 2050 et tu te retournes et tu vois qu'en 2040, il s'est passé un truc, et ça te rend plein d'optimisme. Alors en 2040, on a cessé... La dernière boucherie a fermé. On a cessé de manger de la viande. Ouais. Les gens ont pris conscience que manger de la viande, non seulement ça polluait, mais non seulement c'était bouffer de la souffrance, et c'était manger un être qui n'a pas été créé dans la nature pour ça. En 2050, on est content qu'en 2040, on ait enfin commencé à discuter avec les extraterrestres, parce que depuis le temps qu'ils tournaient autour de nous sans vouloir nous parler, on a l'impression qu'ils nous snobaient. D'ailleurs, c'était une preuve d'intelligence des extraterrestres que de ne pas nous contacter. Ils attendaient 2040 pour qu'on soit enfin digne d'une conversation. Digne de ce nom. En 2050, on est parti sur les 3 romans futurs, vous savez. En 2050, on s'est aperçu que vivre au-delà de 200 ans, c'était pas intéressant. Ouais. Qu'en 200 ans, on avait fait le tour du problème, donc on peut accepter de mourir à 200 ans gentiment. Voilà. Et puis en 2040, on a décidé de réduire toute la population humaine pour rejoindre le chiffre idéal de 3 milliards, qui est le bon chiffre dans lequel l'humanité peut vivre sans déranger la nature qui l'entoure. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce moment de partage. Merci à Bernard de nous avoir répondu à des questions qu'on n'avait pas posées. On se retrouve pour un prochain Au Pire Ça Marche le 21 décembre, si ça vous intéresse, avec Pascal Pic, paléoanthropologue, spécialiste de l'évolution des hommes et des grands singes. Et on va voir la différence avec lui entre invention et innovation. Merci.